respectant aussi nos conditions de travail. Vous le voyez sur le plateau, en régie, sur le terrain. Toutes les règles d'hygiène et de distanciation sont bien respectées pour continuer à vous informer du mieux possible coûte que coûte. Alors si vous êtes bloqué chez vous, nous vous accompagnons avec tous nos nouveaux rendez-vous. Ma vie confinée, Île-de-France Solidarité ou encore Clin d'œil. Nous retrouvons aussi notre chroniqueur Claude Colas-Bedois depuis son appartement pour ses bons conseils pour vivre bien confiné. Et pour la météo, on retrouve ce matin Christophe Persson, du soleil en ce début de semaine, mais des températures bien fraîches. C'est une très belle journée qui s'annonce, mais une journée bien fraîche avec le retour des gelées pour ce matin. 0 degré pour Rambouillet, du côté d'Étampes, Fontainebleau, Provins ainsi qu'à Cergy. Pour la capitale, ça reste un petit peu plus doux avec 2 degrés. Cet après-midi, toujours autant de soleil avec des températures inférieures aux moyennes de saison. 12 pour la capitale et pour Melun. On aura quand même jusqu'à 13 degrés à Melun. Il fera 12 également pour Cergy. Et avant de développer ces titres de l'actualité, évidemment, nous allons venir sur cette image à vous montrer. Nous avons vécu notre premier week-end de confinement jusqu'à hier encore. Et depuis l'annonce de cette mesure, eh bien, vous, sur le terrain, on est allé vous voir pour savoir comment est-ce que vous vivez la situation. On va le voir dans un instant avec ces images d'un Paris totalement vide. C'est assez surprenant. Des images notamment, on va le voir, de la place de la Bastille, absolument désertée, ou encore un peu plus tard, vient du périphérique parisien. Vous allez voir du côté de la porte de Bagnolet. On n'a jamais vu ça, vraiment, une ville vide, complètement désertée de ses habitants. Ça veut dire au moins que vous respectez le confinement, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il est 7h, donc les titres vers un confinement durci et rallongé. C'est la question qui se pose alors que le Conseil d'État a refusé hier d'accéder à la demande de syndicats de médecins de procéder à un confinement total de la population pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Le Conseil scientifique créé sur le Covid-19 doit en tout cas se prononcer ce lundi sur le prolongement de cette période de confinement initialement annoncée, on vous le rappelle, jusqu'à fin mars. Au programme également, mesures trop laxistes, Colombes instaure le couvre-feu. La commune des Hauts-de-Seine interdit désormais à ses habitants de sortir de chez soi entre 22h et 5h du matin. Une première en Île-de-France dans la crise du coronavirus. Reportage à suivre dans Bonjour Paris. Confinement et BFM Paris qui vous accompagne. Nous vous appelons, vous le savez, chaque jour pour savoir justement comment vous vivez au quotidien ce confinement à Paris, en Île-de-France. Un rendez-vous à retrouver dans un instant. Septième jour donc de confinement face au coronavirus dans notre région, suite à l'annonce du président de la République. Vous vous en souvenez, c'était à lundi dernier. Et ce bilan qui continue de s'alourdir dans le pays de manière générale. Déjà, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a annoncé hier 16 018 cas de personnes contaminées par le Covid-19 en France, dont 5 283. Ça, c'est le chiffre qui concerne les cas de contamination en Île-de-France, selon le rapport donc de mardi 14h de la santé publique Île-de-France, santé publique France, pardon, l'Île-de-France qui est la région française la plus touchée par le coronavirus, on vous le rappelle. Parmi ces 16 000 cas nationaux annoncés par les autorités, un chiffre qui ne prend pas en compte, on le rappelle, les personnes qui ont des symptômes qui ne sont plus testées aujourd'hui. 7 240 personnes sont hospitalisées, dont 1 646 dans un état grave. La France qui dénombre désormais 674 décès en milieu hospitalier liés à cette pneumonie virale, 112 de plus que la veille samedi. Mais bonne nouvelle, depuis le début de la crise sanitaire, 2200 personnes tout de même sont guéries et sorties de l'hôpital. L'actualité ce début de semaine autour de ce Covid-19, évidemment, c'est ce refus du Conseil d'État, c'était hier, d'accéder à la demande du syndicat de jeunes médecins, soutenu par d'autres médecins, notamment de durcir ce confinement qui a été mis en place depuis lundi par les autorités pour en faire un confinement total. On en parle avec Florian Chevalet, gare de Lyon à Paris. Pas encore de confinement total, mais le Conseil scientifique créé sur ce Covid-19 doit se prononcer ce lundi sur le prolongement de la période de confinement initialement annoncée jusqu'à fin mars.
Le Conseil d'État a donc renvoyé la balle au gouvernement. Vous l'avez dit, Fanny, le juge administratif saisi par le syndicat des jeunes médecins refuse d'ordonner un confinement total. Le juge précise que cette mesure pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population. Dans un deuxième temps, le juge des référés estime par contre nécessaire de préciser la portée des mesures déjà prises, notamment en ce qui concerne les dérogations, celle qui permet le déplacement pour motif de santé, celle ensuite qui permet le déplacement bref à proximité du domicile. Cette possibilité permise à la population est selon le juge trop large, entraîne des abus. Il est vrai que l'on constate depuis plusieurs jours un nombre important de joggeurs dans les rues de la capitale. Enfin, la question de l'ouverture ou non des marchés devra de nouveau être soulevée. La balle est donc dans le camp du gouvernement et du conseil scientifique. Il devrait très probablement annoncer dans la journée ou ce soir la prolongation de la durée du confinement. Et un confinement plus sévère, c'est en tout cas la question et le souhait en ce qui concerne la capitale de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et dans ce contexte sanitaire, le Parlement a définitivement adopté hier soir le projet de loi d'urgence sanitaire d'une durée de 2 mois. Ce nouveau régime prévoit notamment une série de mesures pour soutenir les entreprises, le report du second tour des municipales au plus tard au mois de juin, l'aménagement aussi de certaines règles relatives aux peines de prison ou encore une loi finance rectificative. Cette loi d'urgence sanitaire, elle prévoit également des mesures qui limitent la liberté d'aller, de venir, de se réunir également ou encore d'entreprendre. Le non-respect des règles de confinement est notamment puni plus sévèrement. On écoute Alain Thirion, c'est le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette loi renforce les sanctions. En cas de récidive, dans les 15 jours, l'amende de 135 € est portée à 1 500 €. Dans le cas de 4 violations en 30 jours, le non-respect du confinement devient un délit, puni de 3 700 € d'amende et de 6 mois de prison. Elle élargit aussi la compétence de verbalisation, notamment aux policiers municipaux. Pour certaines communes déjà en Ile-de-France, les mesures mises en place par l'exécutif ne sont pas suffisamment strictes. C'est le cas de Colombes, vous allez voir, dans les Hauts-de-Seine, qui a mis en place un arrêté. Il est désormais interdit de sortir de chez soi entre 22h et 5h du matin. Une première évidemment en Ile-de-France dans la crise de ce coronavirus. Et dès hier soir, les policiers ont procédé à des contrôles, une opération essentiellement pédagogique. On doit cela avec Dame Agassa, Raphaël Maléchon, Thibaut Cordier et Aurore Villemur. Dès 22h, tout le monde à la maison. Le message a été diffusé tout au long de la nuit par la police municipale. Vous pouvez pas circuler, c'est pas possible. Là, cette heure-ci, il faut rentrer chez soi, monsieur. À Colombes, un couvre-feu a été instauré. Aucune sortie n'est autorisée entre 22h et 5h du matin. Alors, les policiers patrouillent. Vous êtes allé faire quoi, madame? J'étais à l'épicerie. Objectif dans un premier temps, informer la population. Oui, on essaye, toujours. Il y a vraiment ce travail, l'arrêté a été mis en place hier. Donc on essaye vraiment de diffuser le message au maximum. Diffuser le message et verbaliser si besoin. Vous n'avez pas respecté l'arrêté, donc ça c'est 38 €. Et concernant la deuxième infraction, c'est le non-respect d'un confinement. Vous n'avez pas d'attestation qui justifie votre présence à l'heure actuelle, ici. Donc ça sera 135 €, ça. Des mesures justifiées selon les habitants. Je pense que le couvre-feu est une bonne chose. Ça permet de conditionner ce confinement qui n'est pas toujours très bien respecté. On voit des gens qui vont courir, on voit des gens qui font du vélo, on voit des gens qui se promènent comme s'il n'y avait rien. Donc je pense qu'effectivement, c'est pour faire un petit signal d'alarme et dire à la population, aux habitants de Colombes, stop. Quant à ceux qui travailleraient de nuit, ils pourront bien sûr circuler à condition d'avoir sur eux leur justificatif de déplacement professionnel. Donc je ne sais pas du capteur visuel. La situation en Ile-de-France, on en parle ce matin avec notre appel FaceTime. Bernard Huynh, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des médecins d'Ile-de-France. L'Ile-de-France, on le rappelle, est la région la plus touchée désormais sur notre territoire par le coronavirus. Hier soir, Martin Hirsch, le directeur général des 35 établissements de l'AP-HP à Paris, s'est voulu rassurant. Pour lui, non, les hôpitaux parisiens ne sont pas à saturation. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat ? Oui, je suis d'accord. D'autant plus que il y a des réserves puisque
On a mobilisé aussi toutes les cliniques privées qui ont annulé leur programme opératoire et mis à disposition les anesthésistes réanimateurs des cliniques privées et surtout leurs respirateurs, leurs machines à aider à respirer. Donc on est en Île-de-France suffisamment pourvu actuellement pour faire face à une éventuelle vague. Alors malgré tout, le nombre des malades il augmente quotidiennement, on le voit dans les bilans qui se succèdent, ça augmente dans notre région également. Comment est-ce que le personnel soignant, le personnel médical aujourd'hui arrive à absorber cette nouvelle charge de travail? Le personnel fait son travail en ayant annulé aussi tout ce qui n'était pas urgent, extrêmement urgent. Donc ça veut dire que actuellement il y a une charge de travail qui est diminuée des activités habituelles et qui rend disponible des personnels. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on manque partout de masques FFP2 et donc et de blouses et d'un certain nombre de dispositifs qui sont consommés d'une façon intensive. Alors justement, on parle de ce manque matériel, vous le rappelez chaque jour, vous qui êtes soignant sur le terrain. On n'a pas encore, malgré tout, vous le dites, atteint la courbe en Île-de-France de ce pic en fait de cas de coronavirus. Est-ce que quand on atteindra cette courbe, ça voudra dire quoi et qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Quand on aura atteint le sommet de la courbe, ça veut dire qu'on va redescendre. Donc ça c'est plutôt si vous voulez, on saura qu'on est au sommet quand on va commencer à redescendre. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Donc pour le moment personne ne peut rien dire. On est obligé d'attendre et de supporter les malades qui arrivent effectivement de plus en plus nombreux dans les cabinets et de plus en plus souvent présentant des symptômes de coronavirus. On n'a toujours pas de tests d'une façon générale qui permettent de différencier les malades non coronavirus des malades coronavirus, mais on peut le faire maintenant d'une façon clinique. Ça veut dire que avec les signes, on peut, en examinant des patients, des patientes, on peut avoir une bonne probabilité de présence de la maladie. En termes de ressources humaines maintenant, parmi les personnels de la PHP, de l'assistance des hôpitaux publics de Paris, 490 personnes ont été contaminées, 3 sont en réanimation. Comme Martin Hirsch, vous appelez dès maintenant les soignants, les médecins à venir en renfort? Si vous voulez, les soignants, les médecins, ils ont du travail, ils ont aussi du travail en ville. Vous savez que la plupart, 85% des malades ne vont pas aller à l'hôpital. Donc il faut quand même que les malades puissent être accueillis proches de leur domicile. Mais par exemple, les médecins qui seraient à la retraite, qui seraient en réserve, est-ce que vous les appelez à venir justement vous aider sur place? Bien sûr, il faut que tous les médecins qui sont disponibles puissent accueillir les malades à l'assistance publique, dans leur cabinet, dans la réserve sanitaire, dans les cliniques. Il faut évidemment que toutes les ressources soient sur le pont. Actuellement, il faut que toutes les ressources soient mobilisées parce qu'on est vraiment au moment où on risque d'avoir la vague que tout le monde craint. Alors lundi dernier, on le rappelle, le président de la République Emmanuel Macron a donc mis en place cette mesure de confinement. On en est au 7e jour maintenant. Cette période devrait prendre fin la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut raisonnablement estimer qu'elle va être prolongée, cette durée de confinement ? Je sais pas du tout. Je peux pas. Ça, c'est vraiment une question. C'est la maladie qui commande dans cette histoire-là. C'est pas le président de la République ou les ministres ou le gouvernement. En réalité, actuellement, on subit une épidémie plus qu'on la commande. Donc on verra. La semaine prochaine sera la semaine prochaine. Alors, comment est-ce que vous estimez en tout cas que ce confinement il est appliqué aujourd'hui? Est-ce que par exemple ça a déjà des répercussions sur l'accueil des personnes malades ou en tout cas suspectées de coronavirus? Est-ce qu'on a l'impression que ça a déjà des effets au bout d'une semaine?
Ah oui, ça a déjà des effets. C'est-à-dire que, si vous voulez, on voit de plus en plus de décompensation psychiatrique. On voit des malades qui ont des maladies infectieuses avec de la fièvre, qui croient qu'ils ont un coronavirus et ils ont autre chose. Il y a un jeune homme qui est mort de l'appendicite en attendant de guérir de son coronavirus en Bretagne. Donc il y a quand même des effets. Le confinement n'est pas sans effet, mais aussi on attend l'effet principal, c'est-à-dire un ralentissement de l'épidémie, et ça c'est essentiel à obtenir. Alors selon vous, est-ce qu'il faut durcir un peu plus tout de même justement ces mesures de confinement? C'est la question qui se pose notamment aujourd'hui auprès des plus hautes instances de l'État. Est-ce qu'il faut durcir ces mesures pour encore plus d'efficacité? Je crois que l'État devrait examiner les effets du confinement, parce que pour prendre un exemple, à Paris, il y a le confinement, il me semble, fonctionne extrêmement bien. Les gens sont extrêmement disciplinés. Il n'y a personne dans les rues. On nettoie même plus par terre. Et j'ai peur qu'il y ait des répercussions liées à la saleté qui s'installe. Et donc, si vous voulez, il y a des endroits probablement où le confinement est moins bien appliqué, et il faudrait déjà commencer par appliquer le confinement qui a été décrété avant d'imaginer de faire plus en parole. Le problème, c'est la réalité. Merci Bernard Huynh, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération des médecins d'Île-de-France. Merci d'être intervenu sur le plateau de Bonjour Paris. Aujourd'hui, on vous parle également de la situation de ces enfants de la crèche au lycée qui sont confinés chez eux depuis lundi dernier maintenant. Une évacuation de leurs établissements scolaires qui ne les prive pas de continuer à suivre leur enseignement évidemment. Mais dans ces conditions où le Covid-19 continue de progresser en Île-de-France, notamment le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit envisager un retour des élèves en classe le 4 mai prochain. Écoutez cette réaction administrative des parents d'élèves de la FCPE de Seine-Saint-Denis. On l'écoute. Évidemment que plus le temps sera long, plus ça va être compliqué pour des tas de familles, parce que le nombre dans un appartement, enfin de toute façon, on est dos au mur. C'est un peu la santé avant la scolarité là aujourd'hui. Mais oui, évidemment que de toute façon, même une rentrée le 4 mai, ça va être compliqué pour les élèves qui passent le bac, pour tous les élèves. Et oui, ils vont manquer une partie du programme. Maintenant, je pense que l'Éducation nationale a les moyens de s'adapter et de ne pas mettre au bac des sujets auxquels les élèves ne pourraient pas répondre. Enfin, je pense que ça s'adaptera. Dans l'actualité sanitaire aussi, cette conséquence sur notre mobilité à Paris, en Île-de-France, l'aéroport d'Orly pourrait fermer ses portes d'ici à la fin du mois. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le secrétaire d'État au transport ce dimanche chez nos confrères de LCI. En cause, l'effondrement du trafic aérien lié évidemment à la propagation du coronavirus. Jean-Baptiste Djebari qui précise qu'il n'est pas impossible que l'ensemble de l'activité soit regroupée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, de manière à regrouper l'activité qui va être assez résiduelle. Fin de citation. Alors pour réduire les coûts d'exploitation, le terminal 2 de l'aéroport d'Orly est fermé depuis mercredi. D'autres fermetures doivent suivre ce lundi à Roissy-Charles de Gaulle. Aux frontières de notre région, à présent, ce premier décès d'un membre du personnel médical en France à cause du coronavirus. Il s'agit d'un urgentiste de l'Oise décédé samedi au CHU de Lille. Il exerçait au centre hospitalier de Compiègne. Les détails d'Ashley Chevalier pour Bonjour Paris. Ce monsieur avait presque 68 ans. Il revenait de vacances. Il a servi volontairement. Vous savez, à plus de 67 ans, presque 68, il aurait très bien pu arrêter son exercice professionnel. Il a voulu être là, il était passionné de son métier. Ceux qui l'ont connu décrivent sa compétence, sa grande gentillesse. Et il a été jusqu'au bout de son engagement. Et d'une certaine manière, oui, connaissant les risques, parce que très bon médecin, il a donné sa vie pour les autres. Voilà, vous venez d'entendre Philippe Marigny, c'est le maire de Compiègne où est donc décédé ce premier médecin du coronavirus donc sur notre territoire français. La situation sanitaire actuelle est particulièrement préoccupante pour les personnes âgées, vous le savez, et vulnérables. Un contexte qui inquiète donc dans les EHPAD franciliens. Dans un établissement du 12e arrondissement de Paris, par exemple, en une dizaine de jours à peine, le nombre de cas de coronavirus s'est multiplié parmi les résidents, mais aussi parmi le personnel. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. D'autres
établissements prennent des mesures pour empêcher le virus de se propager entre leurs murs. Reportage d'Adrien Quintard, Stéphane Beaujard, Laurine Velay avec Jean-Baptiste Gradienne. Depuis la détection du premier cas le 10 mars dernier, cet EHPAD parisien en connaît aujourd'hui près d'une cinquantaine. 5 résidents sont décédés. 6 membres du personnel médical sont également contaminés. Leurs collègues ont désormais peur d'aller travailler. Pour nous, c'est pas facile parce qu'on manque du matériel et aussi avec la crainte, la peur d'être contaminé parce qu'on ne sait jamais, même si on prend les précautions. Si le ministre de la Santé a promis que 500 000 masques seraient distribués quotidiennement dans les EHPAD, cet établissement du 12e arrondissement a dû se réorganiser pour endiguer la propagation du virus. Tous les lieux d'accueil et les salles communes sont interdites d'accès. Il faut distribuer les repas dans les chambres. Avant, ils mangeaient dans une salle à manger. Maintenant, depuis mercredi, plus personne ne mange ensemble. Certaines maisons de santé ont-elles pris des mesures barrières très strictes envers leur personnel soignant? Dès le sas, il se dépouille de son manteau. Il retrousse ses manches au sens propre, a retiré ses bagues, se frictionne les mains. Il appuie sur le bouton avec le coude, il entre à l'intérieur, se refrictionne les mains, sa température est prise, il va se changer, il se met en tenue. Toutes les poignées et les boutons sont nettoyés tout de suite après le passage d'une personne. Malgré tout, le virus a réussi à infecter une personne aujourd'hui hospitalisée. Et rien ne permet de dire si cela a eu lieu en dehors de l'établissement ou bien sur place. C'est votre rendez-vous matinal, le Paris-Scan. Et aujourd'hui, on fait le tour des questions, de nos réponses également sur BFM Paris ici concernant le coronavirus. Et on voit cela ce matin avec Marguerite Dumont. Salut Marguerite. Salut Alors, Fanny. Première question aujourd'hui de Parisiens, de Franciliens. Est-ce que porter des gants protège vraiment du coronavirus? C'est vrai qu'on voit beaucoup de Franciliens, notamment dans les supermarchés avec des gants, j'en porte un juste ici. Eh bien, si vous ne faites pas partie de personnel médical, eh bien, les médecins, la communauté scientifique est plutôt d'accord. Vous pouvez l'enlever, votre gant. Voilà, hop, je le jette. Pourquoi? Parce qu'on part de ce principe. Le virus ne se transmet par la peau. Pas par la peau, mais quand la main transfère des gouttelettes infectées jusqu'au nez ou la bouche, mettre des gants n'est pas utile car ils font office de seconde peau, donc ça ne change rien du tout au problème. À vrai dire, ça peut même accroître les risques puisqu'il peut faire oublier certaines précautions. Il y a un faux sentiment de sécurité. On a l'impression que c'est bon, on a son gant, on peut faire n'importe quoi, mais pas du tout. Ce n'est pas parce que vous avez un gant que vous n'allez pas vous toucher votre visage en vous croyant protégé et disséminer le virus chez soi via le gant. Donc porter des gants, ça donne un sentiment de sécurité, on l'a dit. Et puis en plus, vous ne pouvez pas vous laver les mains lorsque vous avez des gants. Donc ça rajoute au risque de contamination. Donc en résumé, à moins d'absolument être sûr de ne jamais se toucher le visage, mieux vaut éviter de porter des gants et bien se savonner les mains dès qu'on le peut. Et puis certains nous ont aussi posé la question, est-ce qu'on peut mettre ces gants d'hiver? Bon, c'est encore pire, c'est un foyer à microbes. On transperce tout, on trimballe tous ces microbes un peu partout. On se lave les mains, c'est la solution la plus efficace. Deuxième question, Marguerite, qu'on nous a posée. Les pertes de goût et d'odorat sont-ils des symptômes du Covid-19? Alors, en effet, plusieurs observations vont dans ce sens. Le ministre de la Santé a même donné des informations à ce sujet. Les ORL ont observé ces derniers jours une recrudescence des cas d'anosmie. Alors, c'est quoi l'anosmie? C'est quand il y a une disparition brutale de l'odorat, mais sans nez bouché, parfois accompagné d'une disparition de goût. Alors, qu'est-ce que dit le ministère de la Santé à ce sujet? Cela reste un symptôme rare du Covid-19. Il est plutôt observé chez les jeunes patients et surtout lorsque vous ressentez ces symptômes, n'hésitez pas à demander un avis médical, à consulter votre médecin, notamment à distance, car il faut éviter justement de s'auto-médiquer. Il vaut mieux aller voir tout de suite, ou consulter tout de suite son médecin. Et je vous le rappelle, les principaux symptômes du Covid-19 sont la toux, la fièvre et puis des courbatures également. Et puis dernière question, Marguerite, même si on est en confinement, cela ne nous prémunit pas d'un petit problème de plomberie ou autre à la maison. Est-ce qu'on peut appeler un plombier, un électricien justement pendant cette période particulière? Question très pratique. En effet, beaucoup angoissent de se dire je vais me retrouver avec mon chauffe-eau cassé, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il est encore possible évidemment de faire appel à un plombier, un électricien ou un autre type d'artisan, mais uniquement pour les
interventions d'urgence. Donc vraiment, quand vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Pour ce qui ne relève pas des urgences, les magasins de bricolage font partie des commerçants autorisés à ouvrir, même s'ils sont très peu nombreux, car la clientèle manque bien évidemment. Alors lorsque le professionnel vient chez vous, par contre, lors de cette intervention d'urgence, on respecte les gestes barrières, on ne serre pas la main, on ne propose pas de café et le client ne doit pas rester dans la pièce où a lieu l'intervention. Et puis après le départ du professionnel, il faut nettoyer avec des petites lingettes ou un désinfectant tout ce qu'il a touché. Merci beaucoup Marguerite Dumont donc pour ces réponses à vos questions pratiques du quotidien en cette période de confinement. N'hésitez pas à continuer à nous interpeller. On vous donnera tout à l'heure tous les détails pour continuer à le faire. BFM Paris vous accompagne, vous le savez, au quotidien. Place à notre rendez-vous tous les jours, Ma vie confinée. Nous allons à votre rencontre justement pour savoir comment vous vivez au quotidien cette période très spéciale depuis une semaine à Paris, en Ile-de-France. Margot, bonjour, par FaceTime. Vous êtes avec nous, vous êtes influenceuse, blogueuse sur bien-être sur votre compte Instagram Bien dans mon slip. Alors Margot, déjà, à titre personnel, vous êtes actuellement confinée, on le voit chez vous, dans votre appartement parisien, vous êtes en couple, vous avez votre chat Chabi avec vous également. Déjà, comment est-ce que vous vivez la période de confinement à titre personnel ? Déjà, je voulais remercier les gens qui sont en première ligne parce que voilà, c'est quand même grâce à eux qu'on continue de vivre. Moi, de mon côté, je suis confinée depuis maintenant 9 jours, donc ça me fait très étrange de ne plus avoir de travail. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de personnes, donc on se soutient grâce aux réseaux sociaux. Alors justement, votre blog, votre compte YouTube également propose des sessions de sport, des recettes également. Tout ça évidemment dans l'objectif de rester en forme dans cette période. Aujourd'hui par exemple, il est encore possible de faire son jogging aux alentours de chez soi. Peut-être que bientôt ce ne sera plus le cas si le confinement est durci. Est-ce que faire du sport par exemple chez soi, c'est aussi bénéfique finalement que de le faire en extérieur ? Tout à fait. Bon, moi, je préfère conseiller ce type de choses, comme ça on prend aucun risque. Donc à la maison, moi, tous les jours, je propose des choses en live. C'est vraiment quelque chose que je conseille, le live, parce que ça crée une énergie de groupe et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Donc en live, c'est super sympa. On fait les cours tous ensemble. On n'a même pas besoin forcément de matériel. Si vous n'avez pas de tapis, vous mettez 1 ou 2 serviettes au sol. Vous prenez une bouteille d'eau, ça vous fait 1 litre, 1,5 litre dans les bras pour les haltères. Vraiment, on peut tout faire à la maison et je pense qu'on a besoin, non seulement de dépenser un petit peu d'énergie, mais de se vider la tête, ça fait vraiment du bien. Alors ça c'est pour l'activité physique et puis il y a autre chose qui fait du bien aussi, c'est manger et manger sainement. Il va le falloir pendant cette période de confinement, surtout si elle est prolongée. Vous proposez des petits plats, alors à base de quoi, comment on va faire en gros pour pas prendre 10 kilos à la fin de ce confinement ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que ça inquiète et je pense qu'on peut complètement continuer à manger équilibré à la maison. Moi, l'idée vraiment sur mon compte Bien dans mon slip, c'est de proposer un maximum de recettes très simples, équilibrées, mais vraiment simples, faciles à faire, avec très peu d'ingrédients et des ingrédients faciles à trouver. Donc j'espère donner de l'inspiration tous les jours. Margot, merci. Je le rappelle, vous êtes influenceuse, blogueuse bien-être du compte Instagram Bien dans mon slip. La météo à présent à Paris et en Ile-de-France pour ce lundi. Nous retrouvons Christophe Persson. Du soleil en ce début de semaine, mais des températures bien fraîches. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Hier, le ciel s'est progressivement dégagé. On a eu quelques belles éclaircies, mais en soirée, les nuages sont complètement partis. On retrouvera ce type de situation, un ciel dégagé pour aujourd'hui, mais avec l'air froid qui plonge. Regardez les températures pour ce matin. Retour des gelées en Ile-de-France, principalement vers les campagnes. On retrouve du côté de Rambouillet 0 degré, Étampes 0 degré, Fontainebleau 0 degré, tout comme à Provins et Cergy. En revanche, pour la capitale, intramuros, ça reste relativement doux avec 2 degrés. Et cet après-midi, on conserve le ciel totalement dégagé avec des températures légèrement inférieures aux moyennes de saison, mais bien inférieures à ce que l'on a connu en fin de semaine dernière. On attend 12 à Étampes ainsi qu'à Paris et Mantes-la-Jolie, 11 degrés pour Rambouillet. En Seine-et-Marne, on aura entre 12 et 13 degrés, 12 degrés pour Meaux et 13 degrés pour Fontainebleau. Pour ce lundi 23 mars, nous fêtons les Victoriens. Nous gagnons tout de même 4 minutes de soleil. Le soleil se lève désormais à 6h46 pour se coucher à 19h08. Et lors de ces prochaines journées, pas de grand changement du point de vue des températures
températures. Ça restera toujours frais, voire froid pour la saison, avec des gelées jusqu'à la matinée de jeudi. Il y en aura certainement beaucoup moins pour vendredi et surtout lors du week-end. Les températures de l'après-midi, elles ont même tendance à baisser en milieu et fin de semaine. Pour demain et après-demain, mardi et mercredi, 13 degrés l'après-midi. Et lors du week-end, les températures seront en baisse l'après-midi car les nuages et les précipitations reviendront. On aura donc un beau début de semaine, mais pour le week-end, beaucoup de nuages, des averses sur l'île de France. Et donc l'après-midi, on aura du mal à dépasser les 10 degrés. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Restez avec nous. Bonjour Paris revient dans un instant. Nous reviendrons notamment sur la demande de confinement plus strict pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre région. À tout de suite. Salut Robin. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bof. Bah qu'est-ce qui se passe? J'aimerais monter ma boîte, mais j'ai pas les moyens de louer des locaux. Mais pas de problème, fais comme moi, choisis une domiciliation commerciale chez Sofradom. Qu'est-ce que c'est une domiciliation commerciale? Ton entreprise aura une adresse légale, tu pourras l'immatriculer et commencer à travailler. C'est pas vrai. Et je ne paye que 15 € par mois. Bah j'y vais. À plus. Bonne journée à toi. Sofradom, votre conseiller en domiciliation entreprise sur sofradom.fr au 01 56 93 4000. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Info, trafic, météo, sport, culture. Sur tous vos écrans, au plus près de vous. Vous regardez BFM Paris. Il est 7h30, bonjour Paris, nous sommes le lundi 23 mars. Bon réveil à tous, nouvelle édition spéciale coronavirus en Ile-de-France. Nous restons mobilisés en adaptant nos conditions de travail sur le plateau, en régie, sur le terrain également. Toutes les règles d'hygiène sont respectées, de distanciation également, pour continuer à vous informer de la meilleure manière qu'il soit. Vous, si vous êtes bloqué chez vous, nous vous accompagnons avec tous nos nouveaux rendez-vous, Ma vie confinée, Ile-de-France, France Solidarité ou encore Clin d'œil. Nous retrouvons aussi notre chroniqueur Cola Bedois dans un instant depuis son appartement pour ses bons conseils de confiné. Et puis pour la météo, on retrouve ce matin Christophe Persson, du soleil en ce début de semaine, mais attention à ces températures légèrement fraîches. C'est une très belle journée qui s'annonce, mais une journée bien fraîche avec le retour des gelées pour ce matin. 0 degré pour Rambouillet, du côté d'Étampes, Fontainebleau, Provins ainsi qu'à Cergy. Pour la capitale, ça reste un petit peu plus doux avec 2 degrés. Cet après-midi, toujours autant de soleil avec des températures inférieures aux moyennes de saison. 12 pour la capitale et pour Melun. On aura quand même jusqu'à 13 degrés à Melun. Il fera 12 également pour Cergy. 7h30, on fait le point avec vous sur le sommaire de ce jour. RATP et 20 lignes de bus réservées aux soignants. La Régie des transports parisiens soutient le corps médical dans cette crise du coronavirus en Ile-de-France. Des bus partent depuis ce matin, toutes les demi-heures, de plusieurs gares en direction des hôpitaux de la région. Les détails dans un instant avec nos reporters Gare de Lyon. Vers un confinement durci et rallongé, c'est la question qui se pose alors que le Conseil d'État a refusé hier d'accéder à la demande de syndicats de médecins de procéder à un confinement total de la population pour enrayer cette épidémie de coronavirus. Alors le Conseil scientifique, lui, créé sur le Covid-19, doit en tout cas se prononcer. Ce sera ce lundi sur le prolongement de la période de confinement initialement annoncée, je vous le rappelle, jusqu'à fin mars. Et puis nous parlerons également de ce confinement et surtout de notre accompagnement BFM Paris à vos côtés, vous le savez. Nous vous appelons comme tous les matins pour savoir comment vous vivez cette situation de confinement à Paris et en Ile-de-France. Rendez-vous à retrouver dans un instant.
Voilà, cette séquence que nous souhaitions vous montrer ce matin, vous le savez, comme tous les soirs à 20h. Vous êtes très nombreux sur vos balcons à Paris, en Ile-de-France, à applaudir, comme on l'entend ici, le personnel soignant, le personnel médical qui lutte au jour le jour contre le coronavirus, parfois au péril de leur vie, on l'a vu. Voici notre séquence, celle qu'on a choisie pour vous l'illustrer aujourd'hui. Elle a donc eu lieu ce dimanche à 20h. Merci encore pour vos images, pour votre soutien à ce personnel médical mis à rude épreuve en ce moment. Le coronavirus et votre mobilité, c'est aussi l'une des conséquences. En soutien aussi aux soignants, de la même manière, eh bien c'est la RATP cette fois-ci qui a déployé ce matin 20 lignes de bus spécialement dédiées au personnel soignant. Leur parcours par des gares parisiennes en direction des principaux hôpitaux de la région. On en parle avec Emmanuel Lebon, reporter BFM Paris. Depuis la gare de Lyon, ces bus partent toutes les demi-heures. Oui, ici, gare de Lyon, par exemple, c'est la ligne 24 qui dessert donc toutes les demi-heures depuis 5h50 ce matin. Les hôpitaux Rothschild, Armand-Trousseau ou encore Saint-Antoine. Alors, ces horaires ont été adaptés aux horaires du personnel soignant, c'est-à-dire que juste ce matin, par exemple, le service se fait entre 5h50 et 9h. Il reprendra ensuite entre 12h et 14h pour ensuite reprendre entre 18h50 et 22h20, donc ce qui correspond en fait aux rotations des personnels soignants de l'AP-HP. Alors ce service, il dessert donc la gare de Lyon, mais aussi beaucoup d'autres gares à Paris, comme la gare d'Austerlitz ou encore la gare Montparnasse, en fonction des hôpitaux. Un service donc qui a été mis en place par Île-de-France Mobilité et la PHP et qui concerne aussi des villes dans la région parisienne comme encore Clamart ou Colombes. Alors si vous voulez, vous êtes personnel soignant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la RATP puisque le but est de transporter le plus facilement les personnels soignants vers les hôpitaux, puisque je vous le rappelle, depuis le début du confinement, l'offre de la RATP, que ce soit sur les bus, les métros, les RER, est fortement réduite. Voilà pour les précisions d'Emmanuel Lebon depuis la gare de Lyon. Et justement, en parlant de votre mobilité, voici les prévisions de trafic annoncées par la RATP pour ce lundi 23 mars. Regardez, sont annoncés 30% des RER sur la ligne A, 50% sur la ligne B. Concernant les métros, un tiers d'entre eux en moyenne circulent ce lundi. Certaines stations en revanche sont fermées. Prenez garde, regardez bien sur les sites de la RATP ou encore leurs réseaux sociaux. Les bus roulent ce lundi à 40% et la moitié des tramways roulent sur le réseau RATP en cette journée. Voici pour les prévisions donc de ce 23 mars. On vous rappelle la situation, nous sommes au 7e jour de confinement face au coronavirus dans la région suite à l'annonce, c'était lundi dernier, du président de la République, et ce bilan qui continue de s'alourdir, bilan national. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a annoncé hier 16 018 cas de personnes contaminées par le Covid-19 en France et parmi eux, regardez ce chiffre en Ile-de-France, 5 283 contaminations selon Santé publique France hier à 14h. L'Île-de-France qui est la région française la plus touchée désormais par cette maladie. Parmi les 16 000 cas nationaux, c'est un chiffre qui ne prend pas en compte d'ailleurs les personnes qui ont des symptômes mais qui ne sont plus testées aujourd'hui. Il y a 7 240 personnes hospitalisées, dont 1 646 dans un état grave. La France qui dénombre désormais 674 décès en milieu hospitalier, 112 de plus que samedi. Mais bonne nouvelle quand même, et c'est ça qu'il faut retenir, il y a toujours même des bonnes nouvelles. Depuis le début de cette crise sanitaire, ce sont 2200 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital en France. Dans ce contexte particulier, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi d'urgence sanitaire d'une durée de 2 mois. Ce nouveau régime prévoit notamment une série de mesures pour soutenir les entreprises, le report du second tour des municipales au plus tard au mois de juin, ou encore l'aménagement de certaines règles relatives aux peines de prison ou aux lois de finances rectificatives. La loi d'urgence sanitaire prévoit aussi des mesures qui limitent la liberté d'aller venir, de se réunir ou encore d'entreprendre. Et attention, puisque le non-respect des règles de confinement est notamment puni plus sévèrement désormais. On écoute Alain Thirion, c'est le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette loi renforce les sanctions. En cas de récidive, dans les 15 jours, l'amende de 135 € est portée à 1 500 €. Dans le cas de 4 violations en 30 jours, le non-respect du confinement devient un délit, puni de 3 700 € d'amende et de 6 mois de prison.
Elle élargit aussi la compétence de verbalisation, notamment aux policiers municipaux. Voilà pour la situation aujourd'hui. Et puis on va réécouter Bernard Huynh, président de la Fédération des médecins d'Île-de-France. Il était avec nous il y a encore quelques minutes par FaceTime. Il revient sur la situation notamment à Paris qui n'est pas encore inquiétante selon lui. On l'écoute. À Paris, le confinement, il me semble, fonctionne extrêmement bien. Les gens sont extrêmement disciplinés. Il n'y a personne dans les rues. On nettoie même plus par terre. Et j'ai peur qu'il y ait des répercussions liées à la saleté qui s'installe. Et donc, si vous voulez, il y a des endroits probablement où le confinement est moins bien appliqué. Et il faudrait déjà commencer par appliquer le confinement qui a été décrété avant d'imaginer de faire plus en parole. Le problème, c'est la réalité. Bernard Huynh qui estime que tout fonctionne plutôt bien pour le moment, en tout cas dans les hôpitaux à Paris et en Île-de-France. Une situation qui n'est pas en tout cas celle affirmée par certaines communes d'Île-de-France pour qui les mesures mises en place par l'exécutif ne sont pas assez strictes. C'est le cas de Colombes, vous allez voir, dans les Hauts-de-Seine, qui a mis en place un arrêté. Il est désormais interdit de sortir de chez soi entre 22h et 5h du matin. C'est une première en Île-de-France dans cette crise. Dès hier soir, par exemple, les policiers ont procédé à des contrôles, une opération essentiellement pédagogique pour le moment. Dame Agassa, Raphaël Maillochon, Thibaut Cordy avec Aurore Villemur. Dès 22h, tout le monde à la maison. Le message a été diffusé tout au long de la nuit par la police municipale. Vous pouvez pas circuler. C'est pas possible. Là, cette heure-ci, il faut rentrer chez soi, monsieur. À Colombes, un couvre-feu a été instauré. Aucune sortie n'est autorisée entre 22h et 5h du matin. Alors, les policiers patrouillent. Vous êtes allé faire quoi, madame? J'étais à l'épicerie. Objectif dans un premier temps, informer la population. Oui, on essaye, toujours. Il y a vraiment ce travail. L'arrêté a été mis en place hier. Donc on essaye vraiment de diffuser le message au maximum. Diffuser le message et verbaliser si besoin. Vous n'avez pas respecté l'arrêté, donc ça c'est 38 €. Et concernant la deuxième infraction, c'est le non-respect d'un confinement. Vous n'avez pas d'attestation qui justifie votre présence à l'heure actuelle, ici. Donc ça sera 135 €, ça. Des mesures justifiées selon les habitants. Je pense que le couvre-feu est une bonne chose. Ça permet de conditionner ce confinement qui n'est pas toujours très bien respecté. On voit des gens qui vont courir, on voit des gens qui font du vélo, on voit des gens qui se promènent comme s'il n'y avait rien. Donc je pense qu'effectivement, c'est pour faire un petit signal d'alarme et dire à la population, aux habitants de Colombes, stop. Quant à ceux qui travailleraient de nuit, ils pourront bien sûr circuler à condition d'avoir sur eux leur justificatif de déplacement professionnel. Donc je sais pas du cadre visuel, les gars. Pendant ce temps, on vous le rappelle, les enfants, depuis la crèche jusqu'au lycée, sont confinés aussi chez eux depuis lundi dernier. Une évacuation de leurs établissements scolaires qui ne les prive pas de continuer évidemment à suivre leur enseignement. Mais dans ces conditions où le Covid-19 continue de progresser, notamment en Île-de-France, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit envisager un retour des élèves en classe le 4 mai. Écoutez cette réaction de cette administratrice des parents d'élèves de la FCPE Seine-Saint-Denis. Évidemment que plus le temps sera long, plus ça va être compliqué pour des tas de familles, parce que nombre dans un appartement, de toute façon, on est dos au mur. C'est un peu la santé avant la scolarité, là, aujourd'hui. Mais oui, évidemment que de toute façon, même une rentrée le 4 mai, ça va être compliqué pour les élèves qui passent le bac, pour tous les élèves. Et oui, ils vont manquer une partie du programme. Maintenant, je pense que l'éducation nationale a les moyens de s'adapter et de ne pas mettre au bac des sujets auxquels les élèves ne pourraient pas répondre. Je pense que ça s'adaptera. Et on écoute justement à présent ce maire, Philippe Marinier, le maire de Compiègne, au sujet justement de ce premier décès désormais dans la fonction médicale en France sur le territoire. Il s'agit d'un médecin urgentiste de l'hôpital de Compiègne. Il est décédé ce samedi soir. Écoutez cette réaction du maire de cette ville. Ce monsieur avait presque 68 ans. Il revenait de vacances. Il a servi volontairement. Vous savez, à plus de 67 ans, presque 68, il aurait très bien pu arrêter son exercice professionnel. Il a voulu être là, il était passionné de son métier. Ceux qui l'ont connu décrivent sa compétence, sa grande gentillesse. Et il a été jusqu'au bout de son engagement.
Et d'une certaine manière, oui, connaissant les risques, parce que très bon médecin, il a donné sa vie pour les autres. BFM Paris vous accompagne toujours au cours de ces éditions spéciales coronavirus. On va prendre un appel téléphonique FaceTime à présent avec Nathalie Hérisson. Bonjour, merci d'être sur le plateau de Bonjour Paris aujourd'hui. Vous êtes secrétaire générale d'Assurance Prévention. C'est une association d'assureurs français au service de la prévention des risques du quotidien. Alors pourquoi on parle de cela avec vous aujourd'hui? Parce qu'en cette période de confinement, on n'y pense pas forcément, mais le fait de rester à la maison, c'est aussi un risque, puisqu'il y a beaucoup de facteurs d'accidents à la maison. Quels sont-ils particulièrement? Oui, bonjour. Alors en effet, nous vivons une période tout à fait inédite, puisque le domicile devient à la fois un lieu où on va garder ses enfants, un lieu où on va travailler, voire se mettre à bricoler ou à faire du sport. Donc le domicile, en temps normal, si je puis dire, est déjà un lieu à risque. Il y a 11 millions de personnes qui se blessent dans ce qu'on appelle un accident de la vie courante, dont font partie les accidents domestiques. Donc dans cette période difficile, il convient aussi de rester particulièrement vigilant à la maison. Alors notamment les beaux jours vont arriver, donc on va faire attention en ouvrant les fenêtres, de bien veiller à ce que les enfants ne se penchent pas à la fenêtre. Il y a un risque fort de défenestration. On met des blocs fenêtres par exemple, et on évite de laisser les enfants bien sûr seuls sur le balcon par exemple. On sait aussi que la cuisine, ce lieu qui apparaît pourtant comme très protecteur et familial, est aussi source de danger, notamment au moment de la préparation des repas où on est forcément moins attentif aux enfants. Donc par exemple, quand on met un enfant dans sa chaise haute, on l'attache tout de suite. On fait également très attention aux produits ménagers. En ce moment, on va beaucoup utiliser de produits ménagers, puisqu'il faut désinfecter sa maison le plus régulièrement possible. Donc les produits ménagers, on ne les laisse pas à la portée des enfants, on les place en hauteur ou dans des placards fermés à clé. Attention aussi aux solutions hydroalcooliques qui peuvent être toxiques pour les enfants. Alors il faut éviter d'en laisser un petit peu partout. Attention aussi aux médicaments. Et les médicaments ne doivent pas être laissés à portée des enfants. Et quand on doit donner un médicament à un enfant, on ne dit pas que c'est comme un bonbon en fait, parce que sinon après il va être tenté d'aller récupérer par lui-même ce bonbon. Alors il y a aussi... Alors Nathalie Hérisson, on va pas détailler évidemment tous les risques, il y en a nombreux et notamment on peut les retrouver sur le site d'Assurance Prévention. Vous l'avez dit, pour les enfants, cela concerne essentiellement la cuisine, la salle de bain. Il y a cette question aussi, par exemple, si un enfant justement se blesse au cours de ces journées de confinement, alors qu'on est habituellement à ces horaires-ci, il est à l'école. Comment ça se passe au niveau de l'assurance? Normalement, c'est l'assurance scolaire qui prend en charge les accidents de ce type. Là, quand il est à la maison, l'enfant, comment est-ce que ça se passe? Quand il y a un accident qui nécessite des soins médicaux, ça va être pris en charge par l'assurance santé. Et après, si vous avez souscrit une assurance qu'on appelle garantie accident de la vie, garantie accident de la vie courante, vous allez pouvoir avoir des services complémentaires de la part de votre assureur. En parlant des enfants, je voulais aussi souligner le fait qu'on va avoir beaucoup de jouets. On va aller chercher des jouets dont on ne s'est peut-être pas servi depuis longtemps. Alors attention, on vérifie que ces jouets sont toujours aux normes et surtout que le compartiment des piles n'est pas accessible aux petites mains pour éviter que les enfants ingèrent des piles boutons par exemple. On a beaucoup vu ça. On voit aussi que beaucoup de personnes vont se mettre ou se remettre au bricolage. L'appareil, on fait attention à l'état de ces outils et on prend la précaution d'enlever tous ces bijoux, de s'attacher les cheveux le cas échéant avant de se mettre bricoler. Merci beaucoup Nathalie Hérisson. Je vous rappelle, vous êtes secrétaire générale d'Assurance Prévention, l'association des assureurs français au service de la prévention des risques du quotidien, des risques qu'il faut évidemment prendre en compte. Merci pour les rappels que vous nous avez dispensés ce matin. La bonne nouvelle, malgré tout, il y en a quand même une, et il faut le dire, malgré cette expansion du coronavirus en Ile-de-France, c'est cette solidarité qui s'est mise en place jour après jour, qui s'organise dans certains quartiers de Paris. Et en cette période de confinement, c'est le cas, vous allez voir, dans le 17e arrondissement de la capitale, où un groupe de voisins se propose de faire les courses pour les personnes les plus fragiles. Thibaut Cordier et Florian Chevalet. Grâce à une ficelle et ce panier, ce retraité confiné chez lui se fait livrer ses courses par l'une de ses voisines, Loulou, une gardienne d'immeuble du quartier Épinette. Le pain,
Et vous avez la viande, bien fraîche. Heureusement qu'elle est là, sinon toute seule avec ma femme, elle ne peut pas, c'est surtout que ma femme elle est malade. Viande, pain, fruits, liste à la main, Loulou et d'autres voisins font des courses tous les 2 jours pour les personnes les plus fragiles des alentours. Une entraide qui existait déjà avant le confinement, mais depuis une semaine, les demandes augmentent. Merci ma grande. C'est des gens qui ont plus de 70 ans, même 75. Il y en a qui ont 80, 85, 86. C'est des personnes qui sont quand même à risque. Du coup, bien sûr qu'on est là pour les aider. Cette autre voisine, âgée de 70 ans, ne sort plus de chez elle. L'aide de Loulou est donc indispensable. On a peur. Et d'avoir quelqu'un comme Loulou, on a une chance inouïe. Tous les 3 jours, parce qu'elle m'apporte. Moi, je suis toute seule. Hein. On mange, mais il ne faut pas trop manger non plus, sinon après on va prendre des kilos. Et comment on fait pour cet été pour aller à la plage? Dans ces rues du 17e arrondissement, une dizaine de personnes se portent volontaires. Dès mercredi, ces voisins solidaires reprendront le chemin des étals. Et dans ce contexte, justement, on va se poser cette question. Parmi les sorties autorisées, faire ses courses, attention, tout de même, il y a des règles pour se protéger, pour protéger également les autres. On adopte les bons gestes avec ton Pariscan, Marguerite. Exactement, c'est important, c'est une de nos seules sorties autorisées en effet. Alors tout d'abord, pour aller faire ses courses, on part seul ou à deux. Inutile d'aller bonder les commerces alimentaires. Ensuite, avant de partir de chez soi, on prend son sac, hop, un petit sac comme celui-ci ou un peu plus gros si vous avez évidemment des grosses courses à faire, parce qu'il n'est pas utile de prendre des paniers, de prendre un caddie qui sont davantage susceptibles d'être infectés. Autre petite astuce, vous pouvez aussi prendre vos propres contenants, vos propres boîtes, voilà, par exemple un petit Tupperware ou des bocaux en verre. Ça permet quand vous allez chez des petits commerçants, notamment moins dans les supermarchés, qu'ils puissent déposer directement dans votre contenant. Du coup, il y a moins d'interaction et vous limitez les risques d'infection. Et puis enfin, vous prenez votre carte bancaire. C'est bien mieux que les échanges d'espèces qui prennent plus de temps. Il y a plus de contacts. Toujours le même objectif, limiter au maximum les interactions. Et puis une fois qu'on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, on va aller dans le supermarché. Ouais, déjà, c'est bien. On va ramener des choses après. On va y aller. On va faire ses courses pour prendre les bons gestes. Voilà. Donc, déjà, restez à bonne distance des autres clients et du personnel. Vous les avez sûrement remarqué, ces petites affichettes. Ne rentrez pas à plus de 2. Tenez-vous à bonne distance. Voilà. 1,50 m environ. C'est important. Pour les gants, inutiles. Ils vont vite être contaminés et recontaminer l'environnement. Il vaut mieux se laver régulièrement avec son gel, notamment après le passage en caisse. Et puis, durant toutes vos courses, maîtrisez vos gestes. Faites attention, même si parfois c'est compliqué, je le sais, à ne pas toucher le visage et la bouche. Et puis, une fois qu'on rentre chez soi, on se désinfecte les mains, on se lave les mains. Alors justement, quand on est chez soi, qu'on a fini de faire ses courses, comment on s'organise ? Alors, on part du principe que le Covid-19 peut rester plusieurs heures sur les surfaces. Alors, on parle de 24 heures sur le carton ou du papier, de 3 jours sur de l'acier inoxydable. Il faut donc limiter les risques. Alors, ce qu'on vous conseille, ce que les médecins conseillent, c'est tout d'abord de laisser reposer vos courses pendant quelques heures sans les toucher. Puis ensuite, on va les ranger, ces courses, et on va essayer d'enlever tous les emballages qui peuvent l'être. Alors, petit exemple, j'ai pris ma petite boîte de thé, hop, vous enlevez l'emballage et vous prenez uniquement les sachets. C'est ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, vous enlevez l'emballage que tout le monde a touché. Et puis voilà, entre chaque opération, toujours, on se lave les mains. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Pour vos fruits et vos légumes, question très légitime, parce que on se voit tous en train de les tâter, là, les légumes, pour voir s'ils sont mûrs. Eh bien, on oublie l'eau de Javel. Déjà, on les rince bien à l'eau et on les épluche. Sinon, la cuisson réglera le problème. Voilà, ça c'est l'épluche légumes. La cuisson réglera le problème. Selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, un traitement thermique à 63 degrés pendant 4 minutes permet de diviser par 10 000 la contamination d'un produit alimentaire. Le froid, par contre, pour l'instant, n'a pas prouvé son efficacité. Et puis, dernier petit conseil, Fanny, évidemment, avant de faire la cuisine avec vos beaux légumes et vos beaux fruits,
on se relave les mains. C'est quand même le fil conducteur, se laver les mains à chaque étape. Merci de rappeler toujours ces gestes de bons conseils, en tout cas à garder en tête. C'est la base, effectivement, se laver les mains à chaque étape. C'est le principal. Merci Marguerite. On parle solidarité à présent avec Athanas Périfan. Bonjour. Vous êtes fondateur de la plateforme Voisins Solidaires. Cette plateforme, en quoi elle agit aujourd'hui dans ce contexte de coronavirus ? On se rend bien compte, vous l'avez dit, que tout devient compliqué. Pour aller faire ses courses lorsqu'on est confiné, qu'on a plus de 70 ans, c'est très difficile. Et c'est là où on se rend compte que le voisin solidaire devient essentiel. Nos personnes de plus de 70 ans ne vont pas s'arrêter de manger pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois. Donc l'idée est de dire comment est-ce qu'on peut aider, organiser cette solidarité dans l'immeuble à Paris, et on se rend compte qu'il se passe des choses extraordinaires. Alors comment est-ce que vous êtes organisé justement à Voisins Solidaires? Qui est-ce qui vient donner ces petits coups de main aux personnes les plus vulnérables? Le principe est très simple, c'est chacun dans son immeuble, là où il est, c'est lui qui organise la solidarité. On a donné un petit kit qu'on peut télécharger gratuitement ou qu'on peut récupérer à l'association. C'est très simple, une affiche qu'on met dans le hall de l'immeuble sur lequel est inscrit coronavirus. Et si on s'organisait entre voisins avec des petits gestes, tiens, qui peut aller faire les courses, etc. Ensuite, on a des petits tracts qu'on met dans la boîte aux lettres des voisins, leur disant, écoutez, si vous avez envie de vous organiser, appelez-moi, je suis Athanas, le voisin du deuxième. Enfin, 2 autres outils simples, un panneau des voisins qu'on met dans le hall de l'immeuble. Sur la première ligne, on écrit « J'ai besoin d'aller faire les courses, j'ai besoin de promener mon chien, j'ai besoin d'aller à la pharmacie. » Et sur la deuxième ligne, « J'ai envie de. » Voilà, et les gens vont dire « Moi, je suis prêt à aller promener votre chien. » Donc, un tableau très simple de mise en contact. Enfin, un annuaire des voisins. Oui, c'est quand même plutôt simple d'avoir les numéros de téléphone de ses voisins. Avec l'annuaire des voisins, en fait, on pourrait dire on garde le contact sans être en contact. Et enfin, un document qui va nous permettre de garder ces gestes barrières. On peut être solidaire tout en respectant les règles sanitaires. Ça, c'est important. Alors on voit les visuels justement de tous les documents dont vous parlez au quotidien. Depuis que ces mesures ont été mises en place à Voisins Solidaires, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience ? C'est incroyable. On a eu 30 000 téléchargements en 5 jours. On a des milliers de mails et d'appels, de témoignages. Il se passe de belles choses. Vous savez, je sens poindre à Paris une vague qui est en train de se lever, une vague d'entraide, de solidarité. Espérons qu'elle va se terminer dans un tsunami de solidarité. Et vous savez, dans 2-3 mois, quand on aura vaincu le coronavirus, si à Paris, il peut rester cette entraide, ce partage, ces émotions, mais des belles histoires, on pourra en écrire un livre de 10 volumes. Merci beaucoup. En tout cas, on vous écouterait également très longtemps. Athanas Périfan, je le rappelle, vous êtes fondateur de cette plateforme, donc Voisins Solidaires, évidemment, avec tous ces documents à retrouver en ligne sur le site internet. Nouveau rendez-vous dans Bonjour Paris depuis ce lundi. C'est votre clin d'œil. Voyons comment vous vivez au quotidien le confinement. Certains ont adopté, vous allez voir, des réflexes musique depuis le balcon. On est allé faire le tour des réseaux sociaux pour voir ce que ça donnait en images. Voilà, un clin d'œil musical pour ce lundi. N'hésitez pas à continuer de réagir sur les réseaux sociaux. On passe à la météo à Paris, en Ile-de-France pour ce lundi. Et nous retrouvons Christophe Persson ce matin. Du soleil au menu ce début de semaine. Mais les températures, attention, bien fraîches. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée.
Hier, le ciel s'est progressivement dégagé. On a eu quelques belles éclaircies, mais en soirée, les nuages sont complètement partis. On retrouvera ce type de situation, un ciel dégagé pour aujourd'hui, mais avec l'air froid qui plonge. Regardez les températures pour ce matin. Retour des gelées en Ile-de-France, principalement vers les campagnes. On retrouve du côté de Rambouillet 0 degré, Étampes 0 degré, Fontainebleau 0 degré, tout comme à Provins et Cergy. En revanche, pour la capitale, intramuros, ça reste relativement doux avec 2 degrés. Et cet après-midi, on conserve le ciel totalement dégagé avec des températures légèrement inférieures aux moyennes de saison, mais bien inférieures à ce que l'on a connu en fin de semaine dernière. On attend 12 à Étampes ainsi qu'à Paris et Mantes-la-Jolie, 11 degrés pour Rambouillet. En Seine-et-Marne, on aura entre 12 et 13 degrés, 12 degrés pour Meaux et 13 degrés pour Fontainebleau. Pour ce lundi 23 mars, nous fêtons les Victoriens. Nous gagnons tout de même 4 minutes de soleil. Le soleil se lève désormais à 6h46 pour se coucher à 19h08. Et lors de ces prochaines journées, pas de grand changement du point de vue des températures. Ça restera toujours frais, voire froid pour la saison, avec des gelées jusqu'à la matinée de jeudi. Il y en aura certainement beaucoup moins pour vendredi et surtout lors du week-end. Les températures de l'après-midi, elles ont même tendance à baisser en milieu et fin de semaine. Pour demain et après-demain, mardi et mercredi, 13 degrés l'après-midi. Et lors du week-end, les températures seront en baisse l'après-midi car les nuages et les précipitations reviendront. On aura donc un beau début de semaine, mais pour le week-end, beaucoup de nuages, des averses sur l'Île-de-France et donc l'après-midi, on aura du mal à dépasser les 10 degrés. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Restez avec nous. Bonjour Paris revient dans un instant. Nous reviendrons notamment sur la demande de confinement plus strict pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre région. À tout de suite. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Alliantis, votre partenaire Audi vous présente... La vie se conjugue au présent. Les enfants arrivent parfois avant le mariage et on se marie avant d'avoir trouvé la maison parfaite. La maison parfaite arrive parfois avant la voiture de vos rêves. Non, pas celle-ci. Celle-là. Faut-il attendre le bon moment? Non. C'est toujours le bon moment. Votre partenaire Audi Alliantis. 6 adresses à Paris et en Ile-de-France. Plus d'infos sur alliantis.com. Bonjour Paris, nous sommes le lundi 23 mars. Bon réveil à tous. Nouvelle édition spéciale, évidemment, coronavirus en Ile-de-France. Nous restons mobilisés en adaptant notre condition de travail sur le plateau, en régie, sur le terrain également. Vous le voyez au quotidien. Toutes les règles d'hygiène, de distanciation sont respectées pour continuer à vous informer coûte que coûte. Si vous êtes bloqué chez vous, eh bien, nous vous accompagnons un jour après jour avec nos nouveaux rendez-vous. Ma vie confinée, Ile-de-France Solidarité ou encore Clin d'œil. Et puis nous retrouverons dans un instant notre chroniqueur Colas Bedois. Il vous manque, on le sait, il est confiné lui aussi chez lui dans son appartement. Il nous dira comment il a passé son premier week-end justement de confinement. Et pour la météo, ce matin, c'est Christophe Persson que l'on retrouve. Attention, il fait très beau aujourd'hui, mais des températures bien fraîches. C'est une très belle journée qui s'annonce, mais une journée bien fraîche avec le retour des gelées pour ce matin. 0 degré pour Rambouillet, du côté d'Étampes, Fontainebleau, Provins ainsi qu'à Cergy. Pour la capitale, ça reste un petit peu plus doux avec 2 degrés. Cet après-midi, toujours autant de soleil avec des températures inférieures aux moyennes de saison. 12 pour la capitale et pour Melun. On aura quand même jusqu'à 13 degrés à Melun. Il fera 12 également pour Cergy.
Les titres aujourd'hui, vers un confinement durci et rallongé, c'est la question qui se pose alors que le Conseil d'État a refusé hier d'accéder à la demande de syndicats de médecins de procéder à un confinement total de la population, justement pour enrayer cette épidémie. Le Conseil scientifique créé sur le Covid-19 doit en tout cas se prononcer ce lundi sur le prolongement de la période de confinement. On vous rappelle qu'initialement elle a été annoncée jusqu'à fin mars. Également dans les titres, ces mesures trop laxistes. Colombes en tout cas instaure un couvre-feu. La commune des Hauts-de-Seine interdit désormais à ses habitants de sortir de chez soi entre 22h et 5h du matin. Une première en Ile-de-France dans cette crise du coronavirus. Reportage à suivre dans Bonjour Paris. Et puis en ce temps de confinement, BFM Paris est plus que jamais à vos côtés. Nous vous appelons chaque jour pour savoir comment vous vivez le confinement à Paris, en Ile-de-France, auprès de vos proches également. Un rendez-vous à retrouver dans un instant. La situation, c'est celle-ci. Nous sommes au 7e jour de confinement ce lundi face au coronavirus dans la région. C'était après l'annonce lundi dernier du président de la République. Et ce bilan qui continue de s'alourdir de jour en jour. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a annoncé hier 16 018 cas de personnes contaminées par le Covid-19 en France. Parmi eux, vous le voyez, 5 283 cas en Ile-de-France. C'est le rapport sorti hier à 14h de la Santé publique France. L'Île-de-France qui est la région française la plus touchée par ce coronavirus. Mais tout de même, il y a une bonne nouvelle. Ce chiffre national, depuis le début de la crise sanitaire, 2200 personnes sont sorties guéries des hôpitaux français. L'actualité en ce début de semaine autour du Covid-19, c'est aussi ce refus du Conseil d'État hier soir d'accéder à la demande du syndicat Jeunes Médecins, soutenu par d'autres professionnels du secteur, notamment de durcir ce confinement pour arriver à un confinement total. Il a été mis en place ce confinement lundi dernier, mais les sages demandent désormais au gouvernement de préciser certaines règles du confinement. On écoute Florian Cheval, Gare de Lyon. Le Conseil d'État renvoie tout simplement la balle au gouvernement. Le juge, saisi par le syndicat des jeunes médecins, refuse donc d'ordonner un confinement total. Cette décision, selon lui, pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population. Mais dans un deuxième temps, le Conseil d'État estime par contre nécessaire de préciser la portée des mesures déjà prises, notamment les dérogations permettant à la population de rompre ce confinement, de sortir de leur domicile. Par exemple, avec le déplacement pour motif de santé également, le déplacement bref à proximité du domicile. Selon le juge, cette dérogation est trop large, elle entraîne des abus. Il est vrai que l'on constate depuis quelques jours de nombreux joggeurs dans les rues de la capitale. Enfin, la question de l'ouverture ou non des marchés devra de nouveau être soulevée. La balle est donc dans le camp du gouvernement et du Conseil scientifique. Il devrait très probablement annoncer dans la journée la prolongation de la durée du confinement. La question sera de savoir de combien de temps et s'il sera durci. Je vous rappelle que la maire de Paris, Anne Hidalgo, en a en tout cas exprimé le souhait pour la capitale. Et dans ce contexte sanitaire, le Parlement a définitivement adopté hier soir le projet sur la loi d'urgence sanitaire. D'une durée de 2 mois, ce nouveau régime prévoit notamment une série de mesures pour soutenir les entreprises. Elle prévoit le report du second tour des municipales au plus tard au mois de juin, l'aménagement de certaines règles relatives aux peines de prison ou encore une loi de finances rectificative. La loi d'urgence sanitaire prévoit aussi des mesures qui limitent la liberté d'aller et de venir, de se réunir ou encore d'entreprendre. Mais attention, le non-respect des règles de confinement est notamment puni plus sévèrement désormais. On écoutera tout à l'heure Alain Thirion, le directeur général de la sécurité civile, de la gestion des crises à ce sujet. Tout de suite, nous allons prendre le téléphone. Emmanuel Grégoire, bonjour. Vous êtes le premier adjoint à la mairie de Paris. On parle de ce contexte très particulier de coronavirus dans notre région. Anne Hidalgo, hier, a appelé dans Le Parisien un confinement plus strict. Est-ce que vous réfléchissez justement à d'autres mesures pour durcir encore plus ce confinement à Paris ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, on ne les décidera pas seuls. C'est évidemment le gouvernement qui décide et le préfet de police. Ce que nous demandons, en revanche, c'est d'accompagner la mise en œuvre plus stricte des mesures de confinement. Parce que si l'immense majorité de nos concitoyens respectent cela, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il suffit qu'une petite minorité ne respecte pas pour faire tomber toutes les mesures préventives. Et donc, il nous semble indispensable de renforcer les mesures de confinement. Ça passe par deux choses, sans doute, comme l'a dit le Conseil d'État, par une clarification des règles d'exception
au confinement, que ce soit à vocation alimentaire, le sujet un peu compliqué à comprendre de la détente, du sport, etc. Parce que c'est vraiment par le respect strict que nous arriverons à combattre cette épidémie. Alors la ville de Paris, par exemple, est confrontée à ces personnes qui se rendent assez massivement sur les marchés. On voit ces images quotidiennement. Qu'en est-il justement de ces places, de ces marchés? Comment vous allez régler la situation? Alors, sur les marchés, la situation dépend en fait des lieux, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande majorité des marchés qui ne posent aucun problème, où les consignes de sécurité sont respectées, où l'affluence ne crée pas de problème. Mais en revanche, sur quelques grands marchés, il est clair qu'en dépit des mesures que nous avons déployées, la ville, la préfecture de police, on assiste encore à de la promiscuité qui ne respecte pas de fait les mesures de distance entre les personnes qu'il faudrait respecter pour garantir la prévention de tout risque de contamination. Et donc là-dessus, nous allons en rediscuter ce matin même avec la maire de Paris, avec le préfet de police et du coup avec le gouvernement pour voir quelles mesures sont prises. Il est clair que si jamais les marchés découverts sont partiellement ou totalement fermés, ça posera par ailleurs des problèmes d'alimentation, d'approvisionnement en alimentation qu'il faudra régler. Il faut bien faire attention que les mesures que nous prenons ne créent pas des problèmes plus grands que ceux qu'ils sont censés résoudre. Et donc il faut bien prendre le temps de la réflexion. Mais ça passe d'abord par de l'autocontrôle, c'est-à-dire que il faut que les gens comprennent que lorsqu'ils se tiennent trop proches d'un vendeur, d'un autre client, que ce soit d'ailleurs sur un marché ou dans n'importe quel commerce, parce que moi-même j'ai assisté à l'intérieur d'un certain nombre de commerces, notamment du fait de ces petites épiceries, de ces petits supermarchés des centres urbains, à des mesures qui ne sont pas respectueuses des règles de prévention du risque épidémique. Et donc c'est ça que nous devons ajuster, parce que sinon on risque d'avoir des semaines de confinement qui, au final, ne servent à rien. Parce que si nous n'arrivons pas à éradiquer totalement la circulation du virus, le confinement n'aura servi à rien. Et donc, il faudra tout reprendre systématiquement depuis le début. Donc, le comité scientifique national doit rendre un avis important ce matin. Le gouvernement en tirera les conséquences et la ville de Paris, comme je le sais, toutes les communes de France seront en appui du gouvernement pour mettre en œuvre ces mesures. Et s'il y a un durcissement, et nous le pensons nécessaire, nous le mettrons en œuvre. Emmanuel Grégoire, justement, vous parliez de l'efficacité de certaines mesures qui seront évaluées. Qu'en est-il? Depuis vendredi dernier, la municipalité a notamment fermé certains quais, le Champ de Mars. Est-ce que ces mesures ont été respectées? Vous avez déjà un retour d'expérience sur la question? Oui, elles sont beaucoup mieux respectées. D'ailleurs, ceux qui ont eu l'occasion de sortir pour faire des courses hier ont observé que Paris est très largement vide. Donc ça, c'est montré que la population respecte désormais massivement le confinement. Mais il y a encore quelques zones de risque qui sont plus des zones de loisirs désormais. Les gens, je crois, ont pris la mesure de la gravité de la situation. Donc les gens ne vont plus se promener et pique-niquer comme on l'avait observé il y a une semaine quand on a dû prendre cette décision. Mais il y a encore des zones de friction, de troubles, à mon avis, à deux niveaux. Un, sur l'accès au commerce et la circulation de détente en proximité des domiciles. Et donc là-dessus, il faut agir. Et deuxièmement, il y a un sujet, je le crois vraiment central, sur ceux qui continuent à aller au travail sans que cela soit réellement indispensable à l'économie de guerre dont nous avons besoin pour faire fonctionner à minima quand même le pays, l'alimentation, les secours, les transports, etc. Et donc c'est sur ces deux points que le Conseil scientifique est vraiment attendu et que le gouvernement devra prendre des mesures. Merci Emmanuel Grégoire d'avoir répondu à nos questions ce matin. Donc bonjour Paris, je le rappelle, vous êtes premier adjoint à la maire de Paris. On parle solidarité aujourd'hui, c'est vraiment le mot d'ordre de plus en plus désormais dans ces conditions assez difficiles face au coronavirus dans notre région. Et cette initiative de la SNCF qui rend gratuit les TGV, les intercités également pour les personnels médicaux et paramédicaux, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui répondent aux appels de solidarité donc pour venir renforcer ces hôpitaux afin de lutter contre cette pandémie. Alain Krakowicz, le directeur de SNCF Voyage, a par exemple spécifié que s'ils ont un justificatif de leur direction, eh bien ces personnels peuvent voyager dans toute la France pour aller renforcer un service. Alain Krakowicz qui a par ailleurs précisé qu'il était normal que la SNCF soit également solidaire vis-à-vis de ses soignants. La SNCF qui répond ainsi à l'appel des hôpitaux de Paris aux professionnels médicaux et paramédicaux disponibles donc pour renforcer ses équipes de volontaires les semaines à venir, selon cet appel relayé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour aider dans ces clusters prioritaires.
Pour certaines communes d'Île-de-France, les mesures qui sont mises en œuvre par l'exécutif depuis lundi dernier ne sont pas suffisantes. C'est le cas notamment, vous allez voir, de Colombes, prend la direction des Hauts-de-Seine. Vous allez voir qu'à Colombes, on a mis en place un arrêté. Il est désormais interdit de sortir de chez soi entre 22h et 5h du matin. Une première en Île-de-France, évidemment, dans cette crise. Dès hier soir déjà, les policiers ont demandé de procéder à des contrôles. Une opération essentiellement pédagogique dans un premier temps. On voit cela avec Dame Agassa, Raphaël Maillechon, Thibaut Cordier et Aurore Villemur. Dès 22h, tout le monde à la maison. Le message a été diffusé tout au long de la nuit par la police municipale. Vous pouvez pas circuler. C'est pas possible. Là, cette heure-ci, il faut rentrer chez soi, monsieur. À Colombes, un couvre-feu a été instauré. Aucune sortie n'est autorisée entre 22h et 5h du matin. Alors, les policiers patrouillent. Vous êtes allé faire quoi, madame? J'étais à l'épicerie. D'accord. Objectif dans un premier temps, informer la population. Oui, on essaye, toujours. Il y a vraiment ce travail. L'arrêté a été mis en place hier. Donc on essaye vraiment de diffuser le message au maximum. Diffuser le message et verbaliser si besoin. Vous n'avez pas respecté l'arrêté, donc ça c'est 38 €. Et concernant la deuxième infraction, c'est le non-respect d'un confinement. Vous n'avez pas d'attestation qui justifie votre présence à l'heure actuelle, ici. Donc ça sera 135 €. Ça. Des mesures justifiées selon les habitants. Je pense que le couvre-feu est une bonne chose. Ça permet de conditionner ce confinement qui n'est pas toujours très bien respecté. On voit des gens qui vont courir, on voit des gens qui font du vélo, on voit des gens qui se promènent comme s'il n'y avait rien. Donc je pense qu'effectivement c'est pour faire un petit signal d'alarme et dire à la population, aux habitants de Colombes, stop. Quant à ceux qui travailleraient de nuit, ils pourront bien sûr circuler à condition d'avoir sur eux leur justificatif de déplacement professionnel. Donc je sais pas du quel en visuel, les gars. Et on fait le point sur la situation des plus jeunes dans cette circonstance de Covid-19 en Ile-de-France. Les enfants, vous le savez, de la crèche jusqu'au lycée n'ont plus cours depuis lundi dernier. Une évacuation de leurs établissements scolaires qui ne les prive pas de leur enseignement, évidemment. Mais dans ces conditions où le Covid-19 continue de progresser en Ile-de-France, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit envisager un retour des élèves en classe le 4 mai prochain. Écoutez à ce sujet cette réaction d'une administratrice des parents d'élèves de la FCPE Seine-Saint-Denis. Évidemment que plus le temps sera long, plus ça va être compliqué pour des tas de familles, parce que le nombre dans un appartement, de toute façon, on est dos au mur. C'est un peu la santé avant la scolarité là aujourd'hui. Mais oui, évidemment que de toute façon, même une rentrée le 4 mai, ça va être compliqué pour les élèves qui passent le bac, pour tous les élèves. Et oui, ils vont manquer une partie du programme. Maintenant, je pense que l'Éducation nationale a les moyens de s'adapter et de ne pas mettre au bac des sujets auxquels les élèves ne pourraient pas répondre. Je pense que ça s'adaptera. Dans l'actualité également, aux frontières de notre région, ce premier décès d'un membre du personnel médical en France à cause du coronavirus. Il s'agit d'un urgentiste de l'Oise. Il est décédé samedi au CHU de Lille. Il exerçait au sein du centre hospitalier de Compiègne. On écoute les détails d'Ashley Chevalier pour Bonjour Paris. Très peu de commentaires ce matin à l'hôpital de Compiègne. Le personnel soignant est sous le choc. C'est tout juste si l'une de ces soignantes nous confiait que c'était difficile aujourd'hui. Ces médecins, ils sont en première ligne. Ils le savent. Nous faisons un métier à risque. C'est ce que nous a expliqué une jeune femme en blouse blanche qui rentrait chez elle après sa garde. Mais nous devons continuer. Jean-Jacques Razafindranazi faisait d'ailleurs partie de ceux-là, ceux qui n'hésitaient pas à la retraite. Il était resté à l'hôpital de Compiègne pour prêter main forte à ses collègues. Il avait pris en charge les tout premiers patients du département. À l'époque, les conditions de cette prise en charge n'étaient pas les mêmes. Il était tombé malade début mars. Il avait été transféré au CHU de Lille où il est décédé samedi. Aujourd'hui, les habitants de Compiègne vont lui rendre hommage. Une minute de silence sera observée à midi. Les sirènes de la ville retentiront ensuite pendant 5 minutes. Le point dans l'Oise de Ashley Chevalier. Marguerite Dumont, je viens à toi à présent pour ces questions-réponses. Les Parisiens, les Franciliens s'en posent énormément forcément en cette période troublée de coronavirus. Et cette première question, est-ce que porter des gants protège vraiment face à ce virus ? J'en ai mis un de gants. En effet, on en voit beaucoup des gens, notamment lorsque vous faites vos courses, avec ces gants. Eh bien, la communauté scientifique est plutôt d'accord. Si vous n'êtes pas un personnel soignant, vous pouvez l'enlever, votre gant. Hop, on le jette.
parce que c'est très simple, il y a des explications. Le virus ne se transmet pas par la peau, mais bien par la main ou par le gant du coup, qui transfère des gouttelettes infectées jusqu'au nez ou la bouche. Mettre des gants n'est pas utile car ils font office de seconde peau et cela ne change strictement rien à ce problème. À vrai dire, cela accroît même les risques puisque cela peut faire oublier certaines précautions. Le danger est de toucher le visage en se croyant protégé ou de disséminer le virus chez soi via les gants. Porter des gants peut donc donner un faux sentiment de sécurité. Et puis évidemment, si vous portez des gants, vous ne pouvez pas vous laver les mains, ce qui reste tout de même le geste barrière le plus essentiel. En résumé, à moins d'être absolument sûr de ne jamais se toucher le visage, mieux vaut éviter de porter des gants et je vous le disais, se savonner les mains dès qu'on peut. Marguerite, en cette période de coronavirus, on est un petit peu hypocondriaque. Cette deuxième question pour toi, est-ce que la perte du goût et de l'odorat fait partie de ces symptômes du Covid-19? En effet, on en entend pas mal parler. Il y a plusieurs observations qui vont dans ce sens. Le ministre de la Santé a donné des informations à ce sujet. Les ORL ont observé ces derniers jours une recrudescence des cas d'anosmie. C'est quoi l'anosmie? Il s'agit de disparition brutale de l'odorat. Vous ne sentez plus rien, mais son nez bouché, parfois accompagné d'une disparition du goût. Vous ne sentez plus le goût des aliments. Eh bien, on peut dire que ces symptômes, ils restent assez rares, mais ils existent et peuvent être le signe, en effet, du coronavirus et sont observés chez les jeunes patients. Et puis, dernière observation, il faut absolument, lorsque l'on ressent ces symptômes, consulter un médecin, demander un avis médical pour un traitement. Voilà, faire une téléconsultation. Et on vous rappelle que les principaux symptômes du coronavirus, ce sont les courbatures, la fièvre et puis la toux. Et quand on reste chez soi, confiné pendant cette épidémie, ça ne nous empêche pas d'avoir des petits pépins de plomberie ou autres à la maison. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut appeler un plombier? Est-ce qu'on peut appeler un électricien par exemple? Petite question pratique très importante en effet. Il est encore possible d'appeler un plombier, un électricien, mais uniquement pour des interventions d'urgence quand vous ne pouvez pas régler le problème vous-même. Bon, typique, une fuite d'eau, là vous pouvez prendre votre téléphone et appeler le professionnel. Pour tout ce qui ne relève pas d'une urgence, les magasins de bricolage font partie des commerces autorisés à ouvrir, même si je vous l'accorde, ils sont nombreux à fermer faute de clientèle. Et puis dernier petit conseil, lorsque le plombier ou l'électricien, l'artisan vient chez vous, il y a des gestes à respecter, toujours les mêmes gestes barrières, une distance de sécurité d'au moins 1,50 m, on ne se serre pas la main, on ne propose pas un petit café, le client ne doit pas rester dans la pièce où a lieu l'intervention et après le départ du professionnel, il faut nettoyer tout ce qu'il a touché avec du désinfectant. Finalement, du bon sens, encore du bon sens, rien que du bon sens. Merci beaucoup Marguerite Dumont pour ces précisions. En lien vidéo avec nous ce matin également dans Ma vie de confiné, c'est notre rendez-vous quotidien, vous le savez, dans Bonjour Paris. Cynthia, bonjour Cynthia. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et vous êtes confinée en famille à 5 dans votre appartement parisien. Alors certes un appartement de 80 mètres carrés, mais tout de même à 5, ça doit être assez compliqué à gérer. Comment est-ce que ça se passe depuis cette semaine ? Eh bien, depuis lundi, on a tout de suite mis en place la classe à la maison grâce aux enseignants qui nous envoient tous les matins. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà reçu les exercices pour Margot qui est en CM2. Donc, je reçois à 7h du matin tout le planning de la journée. Pour mon deuxième, également, on a un blog sur lequel on peut que nous met en place l'école maternelle. Donc, on peut le faire travailler à partir des activités proposées par sa maîtresse. Donc, c'est vrai que depuis lundi, j'ai essayé de mettre en place un rythme quotidien de classe à la maison afin qu'ils gardent leurs repères et qu'ils comprennent que nous ne sommes pas en vacances. Alors les enfants donc qui continuent l'école, même si c'est à la maison. Du côté des parents, vous et votre époux, vous avez une activité, vous êtes actifs. Comment est-ce que vous avez mis ça entre parenthèses, notamment vous qui êtes sophrologue dans votre cabinet? Comment est-ce que vous faites votre travail depuis la maison? Et bien, c'est vrai que depuis jeudi, depuis l'annonce du président, j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être que je modifie tout de suite mon activité. Donc, dès vendredi dernier, j'ai envoyé des mails à mes clients pour leur proposer de faire la téléconsultation au départ par Skype, ce qu'ils ont globalement dans 80% des cas accepté. Donc, depuis samedi dernier, je fais de la téléconsultation par Skype. Et puis, Doctolib aussi l'a mis en place. Mais c'est vrai que j'avais anticipé, donc je passe pour l'instant par Skype avec mes clients. Et mon mari fait du télétravail et de la permanence avec le travail. Il fait les deux.
Alors, vous nous parliez de vos enfants, de plusieurs âges assez divers. Comment est-ce que vous leur avez expliqué cette situation aussi de coronavirus, donc de la maladie en elle-même, le confinement? Comment est-ce que vous leur parlez à ces enfants selon leur âge? Alors, c'est vrai que ça fait 15 jours à 3 semaines déjà que je parle des gestes barrières à mes enfants, du moins au niveau du visage, de ne plus se toucher le visage et de tousser dans son coude. Donc ça, ils avaient compris qu'il fallait mettre en place des gestes barrières déjà en amont. Et puis là, je leur ai annoncé que de rester à la maison, eh bien, ça permettait de sauver des vies. Et donc, et qu'on aidait les soignants à l'hôpital à avoir un peu plus de souffle, donc un peu moins de personnes qui arrivent en afflux dans les hôpitaux. Et donc, du coup, ils le prennent assez bien parce qu'ils trouvent que c'est important de rester chez soi, parce que en fait c'est pas grand chose de rester chez soi, mais ça fait tout finalement, puisque en restant chez soi on sauve des vies. Donc ils sont assez fiers de rester à la maison. Et mon cadet qui a 5 ans m'a dit hier qu'il fallait qu'on arrête de se faire des bisous et des câlins parce qu'on avait le coronavirus et qu'il fallait qu'on se protège. Et ils sont assez contents. À 20h aussi, ils attendent impatiemment 20h d'ouvrir le balcon parce qu'on a la chance d'avoir une terrasse, et de sortir pour applaudir avec les voisins et faire coucou aux copines par le balcon. Merci beaucoup pour votre témoignage, Cynthia, donc depuis Paris. Et puis bravo à vos 3 super-héros, évidemment, qui ont bien compris que rester confinés, c'était la solution pour le moment. Merci à vous. Vous aussi, n'hésitez pas à témoigner sur notre antenne, sur votre expérience de ce confinement dans notre région. Le téléphone, on vous le rappelle, c'est le 06 13 02 46 93. Vous pouvez également passer par nos réseaux sociaux avec le hashtag Bonjour Paris ou via notre page Bonjour Paris BFM. Nouveau rendez-vous à partir de ce lundi, ça s'appelle Clin d'œil. L'occasion justement de voir sur les réseaux sociaux ces images insolites, drôles, sympas, positives, ces chansons également de votre vécu en Ile-de-France, malgré tout, malgré ce coronavirus. Et aujourd'hui, c'est le challenge du papier toilette que l'on va voir, relevé par les athlètes du Paris Saint-Germain. Alors, qui a réussi le plus de jongles avec un rouleau? Réponse en images. La météo à Paris, en Ile-de-France, ce lundi avec Christophe Persson. Du soleil en ce début de semaine, mais attention à ces températures bien fraîches. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Hier, le ciel s'est progressivement dégagé. On a eu quelques belles éclaircies, mais en soirée, les nuages sont complètement partis. On retrouvera ce type de situation, un ciel dégagé pour aujourd'hui, mais avec l'air froid qui plonge. Regardez les températures pour ce matin. Retour des gelées en Ile-de-France, principalement vers les campagnes. On retrouve du côté de Rambouillet 0 degré, Étampes 0 degré, Fontainebleau 0 degré, tout comme à Provins et Cergy. En revanche, pour la capitale, intramuros, ça reste relativement doux avec 2 degrés. Et cet après-midi, on conserve le ciel totalement dégagé avec des températures légèrement inférieures aux moyennes de saison, mais bien inférieures à ce que l'on a connu en fin de semaine dernière. On attend 12 à Étampes ainsi qu'à Paris et Mantes-la-Jolie, 11 degrés pour Rambouillet. En Seine-et-Marne, on aura entre 12 et 13 degrés, 12 degrés pour Meaux et 13 degrés pour Fontainebleau. Pour ce lundi 23 mars, nous fêtons les Victoriens. Nous gagnons tout de même 4 minutes de soleil. Le soleil se lève désormais à 6h46 pour se coucher à 19h08. Et lors de ces prochaines journées, pas de grand changement du point de vue des températures
températures, ça restera toujours frais, voire froid pour la saison, avec des gelées jusqu'à la matinée de jeudi. Il y en aura certainement beaucoup moins pour vendredi et surtout lors du week-end. Les températures de l'après-midi, elles ont même tendance à baisser en milieu et fin de semaine. Pour demain et après-demain, mardi et mercredi, 13 degrés l'après-midi. Et lors du week-end, les températures seront en baisse l'après-midi car les nuages et les précipitations reviendront. On aura donc un beau début de semaine, mais pour le week-end, beaucoup de nuages, des averses sur l'île de France et donc l'après-midi, on aura du mal à dépasser les 10 degrés. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Restez avec nous, nous reviendrons dans un instant dans Bonjour Paris sur la demande de confinement plus strict pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans notre région. À tout de suite. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Une épidémie au lourd bilan. 80 000 personnes contaminées, 3 000 décès. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Il le tutoie son cancer. Il vit avec lui, c'est son ennemi. Que vous êtes virtuellement ruiné. Ça ne devrait pas vous regarder. C'est un symbole pour le Royaume-Uni, une tradition. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Stopper, découvrez les plus grandes marques de literie. Tréca, Simons, Tempur, Bultex, Epeda. Envie de voir plus loin. Plus grand. Plus beau. Envie d'y voir plus clair. Envie de voir autre chose. De voir différemment. RMC Story et RMC Découverte, le monde autrement. Oh, salut Corley. Oh, salut Robin. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bof. Bah qu'est-ce qui se passe? J'aimerais monter ma boîte, mais j'ai pas les moyens de louer des locaux. Mais pas de problème, fais comme moi, choisis une domiciliation commerciale chez Sofradom. Qu'est-ce que c'est une domiciliation commerciale? Ton entreprise aura une adresse légale, tu pourras l'immatriculer et commencer à travailler. C'est pas vrai. Et je ne paye que 15 € par mois. Bah j'y vais, à plus. Bonne journée à toi. Sofradom, votre conseiller en domiciliation entreprise sur sofradom.fr au 01 56 93 4000. Bonjour Paris, nous sommes le lundi 23 mars. Bon réveil à tous. Nouvelle édition spéciale coronavirus en Ile-de-France. Nous restons mobilisés en adaptant nous aussi, vous le voyez, nos conditions de travail sur le plateau, en régie, sur le terrain. Toutes les règles d'hygiène et de distanciation sont respectées pour continuer à vous informer coûte que coûte. Et si vous êtes bloqué chez vous, nous vous accompagnons avec tous nos rendez-vous, Ma vie confinée, Ile-de-France Solidarité ou encore Clin d'œil. Et nous retrouvons aussi notre chroniqueur Colas Bedois dans un instant depuis son appartement. Il nous parlera de son premier week-end de confinement. Et pour la météo, eh bien, ce matin, c'est Christophe Persson qui est au rendez-vous. Du soleil en ce début de semaine, mais attention à ces températures fraîches. C'est une très belle journée qui s'annonce, mais une journée bien fraîche avec le retour des gelées pour ce matin. 0 degré pour Rambouillet, du côté d'Étampes, Fontainebleau, Provins ainsi qu'à Cergy. Pour la capitale, ça reste un petit peu plus doux avec 2 degrés. Cet après-midi, toujours autant de soleil avec des températures inférieures aux moyennes de saison. 12 pour la capitale et pour Melun. On aura quand même jusqu'à 13 degrés à Melun. Il fera 12 également pour Cergy. À la une en ce lundi, la RATP qui met à disposition 20 lignes de bus réservées aux soignants. La régie des transports parisiens soutient le corps médical dans la crise du coronavirus dans notre région. Des bus qui partent depuis ce matin toutes les demi-heures de plusieurs gares en direction des hôpitaux de la région. Tous les détails dans un instant avec nos reporters sur place au niveau de la gare de Lyon.
Vers un confinement durci et rallongé, la question se pose alors que le Conseil d'État a refusé hier d'accéder à la demande de syndicats de médecins de procéder à un confinement total de la population pour enrayer cette épidémie de coronavirus. Le Conseil scientifique créé sur le Covid-19 tout spécialement doit en tout cas se prononcer ce lundi sur ce prolongement d'une période de confinement initialement, on vous le rappelle, annoncée jusqu'à fin mars. Et puis, confinement, dans ces conditions, vous le savez, BFM Paris est à vos côtés. Nous vous appelons chaque jour pour savoir comment vous vivez ce confinement à Paris, en Ile-de-France. Un rendez-vous à retrouver dans un instant. Voilà cette séquence évidemment que nous aimons vous montrer au quotidien. Ces séquences puisque chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux dans notre région à applaudir à 20h depuis vos fenêtres les personnels soignants, les personnels médicaux qui luttent jour après jour contre le coronavirus. Parfois on le verra au péril de leur vie. C'était notre séquence du jour. Elle a été tournée donc ce dimanche à 20h. Bravo à vous. Le coronavirus et ses conséquences sur votre mobilité. En soutien aussi aux soignants, la RATP a déployé dès ce matin 20 lignes de bus réservées à ces personnels soignants. Leur parcours entre des gares parisiennes et les hôpitaux. On en parle avec Emmanuel Lebon, gare de Lyon. Ces bus partent toutes les demi-heures. Oui, alors, gare de Lyon, ça se passe rue de Bercy, du côté de la maison de la RATP. Et c'est le bus 24, la ligne 24, qui dessert 3 hôpitaux ici. L'hôpital Rothschild, l'hôpital Armand Trousseau ou encore l'hôpital Saint-Antoine. Des navettes qui sont prévues toutes les demi-heures sur plusieurs créneaux dans la journée. Donc le matin, c'est entre 5h50 et 8h20. À la mi-journée, entre midi et 14h donc. Et le soir, eh bien, c'est entre 18h50 et 22h20. Ce système est adapté en fait aux rotations du personnel soignant. Le but, acheminer le plus facilement possible le personnel soignant entre les gares et les hôpitaux. D'autres gares sont concernées par ce dispositif, comme la gare d'Austerlitz, la gare Montparnasse. En région parisienne, par exemple, ce sont les villes de Clamart ou encore de Colombes qui sont concernées pour faciliter le transport des personnels soignants vers les hôpitaux. Un dispositif donc qui a été mis en place entre Île-de-France Mobilité et les services de la PHP. Le dispositif RATP donc est disponible à partir d'aujourd'hui pour une durée indéterminée, car je vous le rappelle, depuis le début du confinement, l'offre de transport est elle très réduite, que ce soit sur les bus ou encore les métros. Les précisions d'Emmanuel Lebon depuis la gare de Lyon ce lundi. Justement, voici vos prévisions de trafic aussi ce lundi 23 mars. La RATP qui annonce ces chiffres. Regardez, 30% de circulation sur la ligne A du RER. Sur le RER B, 50% des trains roulent ce lundi. Sur le métro, 30% en moyenne de rames qui roulent en ce début de semaine. Attention tout de même à ces quelques stations fermées. Renseignez-vous sur le site de la RATP, sur les réseaux sociaux de la RATP également sur vos lignes concernées. Quant aux bus, ils sont 40% à rouler aujourd'hui et les trams 50%, donc les chiffres de la RATP. 7e jour donc de confinement face à ce coronavirus dans notre région suite à l'annonce du président de la République, c'était lundi dernier, et ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a annoncé hier 16 018 cas de personnes contaminées par le Covid-19 en France, dont 5 283 en Ile-de-France, selon le rapport hier à 14h de Santé publique France. L'Île-de-France, qui on le rappelle, est la région française la plus touchée désormais par cette maladie. Mais bonne nouvelle tout de même, parce qu'il y en a, et c'est bien d'en parler, depuis le début de cette crise sanitaire, 2200 personnes sont sorties guéries des hôpitaux en France. Dans ce contexte sanitaire, justement, le Parlement a définitivement adopté hier soir le projet de loi d'urgence sanitaire. D'une durée de 2 mois, ce nouveau régime prévoit, par exemple, une série de mesures
mesures pour soutenir les entreprises. Elle prévoit également le report du second tour des municipales au plus tard au mois de juin. Elle prévoit l'aménagement de certaines règles relatives aux peines de prison ou encore une loi de finances rectificative. Mais cette loi d'urgence sanitaire, elle pose également des mesures qui limitent la liberté d'aller et de venir, de se réunir ou encore d'entreprendre. Et attention, le non-respect des règles de confinement est désormais puni plus sévèrement. On écoute cela avec Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette loi renforce les sanctions. En cas de récidive, dans les 15 jours, l'amende de 135 € est portée à 1 500 €. Dans le cas de 4 violations en 30 jours, le non-respect du confinement devient un délit, puni de 3 700 € d'amende et de 6 mois de prison. Elle élargit aussi la compétence de verbalisation, notamment aux policiers municipaux. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris, était en lien vidéo avec nous un peu plus tôt sur ce plateau. Nous avons notamment parlé de cet appel d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, dans le Parisien dimanche, hier, donc à un confinement plus strict. Emmanuel Grégoire, qui pense qu'il est indispensable de renforcer le confinement à Paris. On l'écoute. Ce que nous demandons en revanche, c'est d'accompagner la mise en œuvre plus stricte des mesures de confinement. Parce que si l'immense majorité de nos concitoyens respectent cela, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il suffit qu'une petite minorité ne respecte pas pour faire tomber toutes les mesures préventives. Et donc, il nous semble indispensable de renforcer les mesures de confinement. Ça passe par deux choses, sans doute, comme l'a dit le Conseil d'État, par une clarification des règles d'exception au confinement, que ce soit à vocation alimentaire, le sujet un peu compliqué à comprendre de la détente, du sport, etc. Parce que c'est vraiment par le respect strict que nous arriverons à combattre cette épidémie. Alors la ville de Paris, par exemple, est confrontée à ces personnes qui se rendent assez massivement sur les marchés. On voit ces images quotidiennement. Qu'en est-il justement de ces places, de ces marchés? Comment vous allez régler la situation? Alors, sur les marchés, la situation dépend en fait des lieux, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande majorité des marchés qui ne posent aucun problème, où les consignes de sécurité sont respectées, où l'affluence ne crée pas de problème. Mais en revanche, sur quelques grands marchés, il est clair qu'en dépit des mesures que nous avons déployées, la ville, la préfecture de police, on assiste encore à de la promiscuité qui ne respecte pas de fait les mesures de distance entre les personnes qu'il faudrait respecter pour garantir la prévention de tout risque de contamination. Si jamais les marchés découverts sont partiellement ou totalement fermés, ça posera par ailleurs des problèmes d'alimentation, d'approvisionnement en alimentation qu'il faudra régler. Il faut bien faire attention que les mesures que nous prenons ne créent pas des problèmes plus grands que ceux qu'ils sont censés résoudre. Voilà pour les propos d'Emmanuel Grégoire sur notre plateau un peu plus tôt. Et pour certaines communes d'Île-de-France, les mesures mises en place par l'exécutif ne sont pas assez strictes pour le moment. C'est le cas de Colombes, vous allez voir, dans les Hauts-de-Seine, qui a mis en place un arrêté. Il est désormais interdit de sortir de chez soi entre 22h et 5h du matin. Une première en Île-de-France dans la crise du coronavirus. Et dès hier soir, déjà, les policiers ont procédé à des contrôles, une opération essentiellement pédagogique. Dame Agassa, Raphaël Maéchon, Thibaut Cordier avec Aurore Villemur. Dès 22h, tout le monde à la maison. Le message a été diffusé tout au long de la nuit par la police municipale. Vous pouvez pas circuler. C'est pas possible. Là, à cette heure-ci, il faut rentrer chez soi, monsieur. À Colombes, un couvre-feu a été instauré. Aucune sortie n'est autorisée entre 22h et 5h du matin. Alors, les policiers patrouillent. Vous êtes allé faire quoi, madame? J'étais à l'épicerie. Objectif dans un premier temps, informer la population. Oui, on essaye, toujours. Il y a vraiment ce travail. L'arrêté a été mis en place hier. Donc on essaye vraiment de diffuser le message au maximum. Diffuser le message et verbaliser si besoin. Vous n'avez pas respecté l'arrêté, donc ça c'est 38 €. Et concernant la deuxième infraction, c'est le non-respect d'un confinement. Vous n'avez pas d'attestation qui justifie votre présence à l'heure actuelle, ici. Donc ça sera 135 €, ça. Des mesures justifiées selon les habitants. Je pense que le couvre-feu est une bonne chose. Ça permet de conditionner ce confinement qui n'est pas toujours très bien respecté. On voit des gens qui vont courir, on voit des gens qui font du vélo, on voit des gens qui se promènent comme s'il n'y avait rien. Donc je pense qu'effectivement, c'est pour faire un petit signal d'alarme et dire à la population, aux habitants de Colombes, stop. Quant à ceux qui travailleraient de nuit, ils pourront bien sûr circuler à condition d'avoir sur eux leur justificatif de déplacement professionnel. Donc je ne sais pas du quel visuel.
Et dans cette situation sanitaire un peu particulière, il y a aussi cette gestion de la crise par les plus jeunes. Les enfants de la crèche au lycée, on vous le rappelle, sont confinés chez eux aussi depuis lundi dernier. Une évacuation de leurs établissements scolaires qui ne les prive pas pour autant de continuer à suivre leur enseignement. Mais dans ces conditions où le Covid-19 continue de progresser en Ile-de-France notamment, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit désormais envisager un retour en classe des élèves, vous le voyez, le 4 mai prochain, après les dernières vacances de printemps. Déclaration dans les colonnes du Parisien ce week-end. Voici pour la déclaration de Jean-Michel Blanquer. Aux frontières de notre région à présent, ce premier cas d'un décès d'un membre du personnel soignant en France à cause du coronavirus. Il s'agit d'un urgentiste de l'Oise. Il est décédé samedi soir au CHU de Lille. Il exerçait au sein du centre hospitalier de Compiègne. Écoutez cette réaction de Philippe Marigny, le maire de cette ville de Compiègne. Ce monsieur avait presque 68 ans. Il revenait de vacances. Il a servi volontairement. Vous savez, à plus de 67 ans, presque 68, il aurait très bien pu arrêter son exercice professionnel. Il a voulu être là, il était passionné de son métier. Ceux qui l'ont connu décrivent sa compétence, sa grande gentillesse. Et il a été jusqu'au bout de son engagement. Et d'une certaine manière, oui, connaissant les risques, parce que très bon médecin, il a donné sa vie pour les autres. Et puis la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même dans cette situation, malgré cette expansion du coronavirus en Ile-de-France, c'est cette solidarité qui s'organise de jour en jour dans certains quartiers de Paris. Et en cette période de confinement, c'est le cas notamment dans le 17e arrondissement, où vous le verrez, un groupe de voisins se propose de faire les courses pour les personnes les plus fragiles. On voit cela avec Thibaut Cordier et Florian Chevalet. Grâce à une ficelle et ce panier, ce retraité confiné chez lui se fait livrer ses courses par l'une de ses voisines, Loulou, une gardienne d'immeuble du quartier Épinette. Le pain et vous avez la viande, bien fraîche. Heureusement qu'elle est là, sinon toute seule avec ma femme, elle ne peut pas, c'est surtout que ma femme elle est malade. Viande, pain, fruits, liste à la main, Loulou et d'autres voisins font des courses tous les 2 jours pour les personnes les plus fragiles des alentours. Une entraide qui existait déjà avant le confinement, mais depuis une semaine, les demandes augmentent. Merci ma grande. C'est des gens qui ont plus de 70 ans, même 75. Il y en a qui ont 80, 85, 86. C'est des personnes qui sont quand même à risque. Du coup, bien sûr qu'on est là pour les aider. Cette autre voisine, âgée de 70 ans, ne sort plus de chez elle. L'aide de Loulou est donc indispensable. On a peur. Et d'avoir quelqu'un comme Loulou, on a une chance inouïe. Tous les 3 jours, parce qu'elle m'apporte. Moi, je suis toute seule. On mange, mais il ne faut pas trop manger non plus, sinon après on va prendre des kilos. Et comment on fait pour cet été pour aller à la plage? Dans ces rues du 17e arrondissement, une dizaine de personnes se portent volontaires. Dès mercredi, ces voisins solidaires reprendront le chemin des étals. La solidarité qui s'organise donc dans ce contexte où il y a beaucoup d'interdictions depuis lundi dernier dans ce contexte de confinement, mais malgré tout, certaines sorties sont autorisées. C'est le cas de faire ses courses, évidemment. Mais attention, il y a des règles pour se protéger, pour protéger les autres, évidemment aussi. On adopte les bons gestes et on en parle avec toi dans le Paris Scan, Marguerite Dumont. Fanny, tout d'abord, on part seul ou à 2. Ce n'est pas la peine d'aller bonder les commerces alimentaires. Ensuite, avant de partir, plusieurs petits gestes, bons gestes à adopter. Tout d'abord, prenez votre propre sac, voilà un petit tote bag comme celui-ci, ou un peu plus gros si vous devez faire des provisions. En tout cas, inutile de prendre des caddies ou des paniers qui sont davantage susceptibles d'être infectés. Vous pouvez aussi prendre vos propres contenants, une petite boîte, voilà, un Tupperware ou bien des bocaux en verre. Ça, c'est particulièrement utile si quand vous allez chez les petits commerçants, par exemple dans une fromagerie ou chez un boucher, le commerçant peut ainsi directement déposer les aliments dans votre propre contenant. Vous limitez ainsi les risques d'infection. Enfin, avant de partir de chez soi, on prend sa carte bancaire. C'est beaucoup mieux que les échanges d'espèces avec toujours le même objectif, limiter au maximum les contacts. Ensuite, il faut se rendre dans le supermarché. Une fois dans le magasin,
voisins. Eh bien, tenez-vous à bonne distance, ça vous commencez à le comprendre, hein, des autres clients et du personnel. 1,50 m environ. On fait très attention. Et puis, pour les gants, inutile de les mettre car ce sont souvent des fausses protections. Ils vont vite être contaminés et recontaminer l'environnement. Il vaut mieux se laver régulièrement avec son gel, notamment lorsque vous ouvrez par exemple une porte, soulevez un bocal ou lorsque vous passez en caisse. Après ces gestes, vous vous lavez les mains avec votre petit gel hydroalcoolique que vous avez dans votre sac, bien entendu. Et puis durant vos courses, globalement, on essaye de faire attention à ne pas se toucher le visage et la bouche. Et lorsqu'on rentre chez soi, eh bien, on laisse ses chaussures dans l'entrée et on se désinfecte. Alors justement, une fois qu'on a fait ses courses dans son commerce, qu'on arrive chez soi, qu'est-ce qu'on adopte comme bon geste? Eh bien, on part du principe que le Covid-19, il peut rester plusieurs heures, voire plusieurs jours sur de multiples surfaces. On dit par exemple 24 heures sur du carton ou du papier, 3 jours sur de l'acier inoxydable. Il faut donc limiter les risques. Ce que l'on conseille, on va regarder ensemble, c'est de laisser reposer vos courses quelques heures sans les toucher. Vous les laissez dans votre entrée, par exemple. Puis ensuite, on va les ranger. Ces courses, tout d'abord, on va enlever les emballages qui ne sont pas utiles. Typiquement, cette petite boîte à thé, on peut sortir les sachets, les mettre ailleurs dans sa cuisine, sans la boîte. Pareil pour les yaourts, vous enlevez le carton autour et vous les rangez dans votre frigo. Et puis, toujours, on se lave les mains entre chaque opération pour ne pas risquer d'être infecté par le carton extérieur. Ensuite, pour vos fruits et vos légumes, on n'utilise pas d'eau de javel, on ne les désinfecte pas, on les lave simplement à l'eau. Évidemment, on se pose beaucoup de questions sur ces fruits et légumes. On voit tous ces clients qui les tripotent pour voir s'ils sont mûrs. Donc, en effet, ça peut être une source d'infection. Donc, on les lave à l'eau. Voilà, on les lave bien à l'eau. Et puis, toujours, on se rince bien les mains, on se lave bien les mains entre chaque opération. Sinon, vous les épluchez. Voilà, c'est quand même quand les légumes ou les fruits peuvent être épluchés, on n'hésite pas, on le fait. Et ensuite, on peut les mettre à cuire. Ça règle définitivement le problème car selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, un traitement thermique à 63 degrés pendant 4 minutes, donc ce n'est pas très long, permet de diviser par 10 000 la contamination d'un produit alimentaire. Par contre, le froid, donc votre réfrigérateur et évidemment votre congélateur, je cherchais le mot, merci Fanny, pour l'instant ne sont pas utiles car le froid même à des très basses températures n'a pas prouvé son efficacité. Merci beaucoup Marguerite Dumont pour ces rappels de bon sens également, quand vous faites vos courses et quand vous rentrez chez vous. Dans l'actualité également, le gouvernement qui a mis en ligne, ça y est, depuis ce week-end, une nouvelle version, vous savez, de cette attestation professionnelle qui vous permet de déroger au confinement. Ce document que vous voyez, il est établi par l'employeur et il est suffisant. Il est suffisant pour justifier des déplacements professionnels d'un salarié qui n'a pas donc à se munir de l'attestation dérogatoire de déplacement en complément. Cette attestation professionnelle, elle est disponible sur le site du gouvernement et elle comporte une case de durée de validité déterminée par l'employeur qui confirme qu'il n'est pas nécessaire donc de le renouveler chaque jour. Voilà, prenez bien cette information en compte, elle pourra vous aider si vous êtes un professionnel dans cette situation puisque voilà, cette attestation suffit désormais. On prend la direction de FaceTime désormais. Voilà, un nouvel appel vidéo pour parler avec vous. Alain Chrisnart, bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de Bonjour Paris. Aujourd'hui, vous êtes président du SAMU social de Paris. Quelle est la situation justement auprès du SAMU social à ce 7e jour de confinement désormais depuis donc cette pandémie de coronavirus? Oui, à la dernière nuit de la solidarité, on avait compté 3600 personnes qui étaient à la rue. Il y a aussi en Île-de-France à peu près 50 000 personnes qui sont sans logement, donc qui logent dans des hôtels, dont 7 000 à Paris. Pour elle, la situation quotidienne, c'était un combat de chaque jour jusqu'à présent. Maintenant, c'est encore plus difficile. Leurs conditions de vie se sont aggravées et pour certaines, c'est une question de survie. Alors, je prends 3 exemples. Le premier, c'est l'alimentation.
Évidemment, les personnes à la rue ou les familles dans les hôtels ont besoin de se nourrir tous les jours. Jusqu'à présent, il y avait des équipes de bénévoles qui faisaient des distributions alimentaires, ou bien les personnes à la rue avaient des ressources qu'on leur donnait et elles allaient dans l'épicerie du coin. Maintenant, du fait de la raréfaction du bénévolat, parce qu'il y a des bénévoles âgés ou d'autres qui ont des problèmes de santé, il y a moins d'équipes qui assurent ces distributions alimentaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons mis en place un système avec les associations de distribution de tickets restaurants. Une banque nous en a donné 20 000. On fait un appel à tous pour en avoir. Donc si vous avez des tickets restaurants, des chèques repas, vous pouvez les envoyer au SAMU social de Paris. C'est 59 rue Ledru-Rollin dans le 94 200. À Ivry. Vous envoyez donc des chèques restaurants ou bien vous envoyez de l'argent par chèque ou en paiement par carte de crédit. Vous trouverez les conditions sur notre site qui est samusocial.paris. Alain Christnard, vous parliez de cette première difficulté de l'alimentation pour ces personnes sans abri à Paris et en Ile-de-France. Quelles sont les autres difficultés qui sont renforcées dans ce contexte sanitaire du Covid-19 ? Oui, alors les personnes qui sont à la rue, elles ont besoin évidemment d'hygiène, elles ont besoin de prendre des douches, elles allaient dans des accueils de jour. Ces accueils de jour sont tenus aussi par des bénévoles ou parfois par des professionnels. Mais enfin là encore, il y a des déficits dans les effectifs. Donc nous faisons en sorte avec l'État et avec la ville d'organiser les choses pour qu'il y en ait encore au moins 4 d'ouverts. Mais enfin c'est difficile. L'autre difficulté, ce sont les centres d'hébergement où on accueille des personnes en difficulté, souvent qui ont déjà des difficultés de santé préexistantes. Ces centres, il faut le tenir aussi avec du personnel soignant, avec des infirmiers, avec des travailleurs sociaux ou avec des bénévoles. Et là encore, la situation est difficile parce qu'il y a des effectifs en moins. Évidemment. Pour vous donner un exemple, pour le SAMU social, nous avons 10 médecins au SAMU social, nous en avons 2 qui sont malades pour le moment. Donc là aussi, on a besoin de volontaires pour combler les trous. Merci de votre témoignage, Alain Christnard. Je le rappelle, vous êtes président du SAMU social de Paris. Merci à vous. Vous aussi, vous n'hésitez pas à témoigner, à nous faire part de votre expérience de ce confinement dans notre région par téléphone. On vous rappelle le numéro, c'est le 06 13 02 46 93 ou encore sur les réseaux sociaux avec le hashtag Bonjour Paris ou via notre page Bonjour Paris BFM. Tout de suite, votre rendez-vous quotidien, vous le savez, dans Bonjour Paris, on prend la direction de l'appartement de Colas Bedoya, puisqu'il n'est pas avec nous sur le plateau ce matin, vous l'avez remarqué, il est confiné, comme tout le monde, comme la grande majorité des Parisiens, des Franciliens dans notre région depuis la semaine dernière. Et on va lui demander comment il a vécu ce premier week-end de confinement. Salut tout le monde, premier week-end de confiné, j'espère que pour vous ça s'est bien passé. À part les geeks qui n'ont pas tellement changé de vie, je crois qu'on commence tous, ça y est, à trouver un peu le temps long. Et justement, s'il y a bien un moment qui permet de savoir à peu près quelle heure il est dans la journée, c'est le soir à 20h, même si le personnel soignant l'a dit, la meilleure façon de les aider, c'est vraiment de rester chez nous, confinés. On a tous à cœur d'être derrière eux aussi, à nos balcons, à nos fenêtres, tous les soirs à 20h, de faire du bruit, les applaudir, chanter parfois, jouer de la musique. C'est aussi le seul moment où on a de vrais gens physiquement face à nous, même s'ils sont un peu loin. On peut leur parler, on peut même rencontrer des voisins qu'on connaissait pas jusque-là. Et puis c'est aussi le moment où tu te rends compte que tu aurais peut-être dû apprendre à jouer d'un instrument quand tu étais petit. Alors bravo aux artistes qui ont fait des lives ce week-end sur les réseaux. Mathieu Chédid, Patrick Bruel, Bob Sinclair, il y a même le sosie de Johnny qui s'y est mis. Dans mon immeuble, pour tout vous dire, il y a un pianiste au-dessus, également un guitariste et un chanteur. Mais allez savoir pourquoi il joue de la musique toute la journée, sauf à 20h. Du coup, j'ai retourné tout mon appartement pour trouver tout ce qui pouvait faire du bruit, casserole, CD, vinyle, harmonica, enceinte. Vous avez reconnu ? Moi non plus, on repassera pour le tuto apprendre à jouer d'un instrument de musique tout en étant confiné. Bref, j'ai voulu vivre avec mes voisins aussi une ambiance forte le soir. Résultat des courses, j'ai décidé d'aménager mon balcon, une guirlande, un drapeau, une ou plutôt 2 tables basses, un tourne-disque, une enceinte, un PC. Et je vous présente par la même occasion mes 2 voisines, Lucille et Lola, qui ont à cœur elles aussi de mettre un peu de vie dans notre quartier. C'était samedi soir, regardez.
reste bien au chaud, notre Cola, forcément, dans son appartement à Charenton, vous l'avez vu, où il y a vraiment beaucoup d'ambiance musicale. La météo à présent à Paris, en Ile-de-France, c'est avec Christophe Persson aujourd'hui. Du soleil en ce début de semaine, mais attention à ces températures très fraîches. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Hier, le ciel s'est progressivement dégagé. On a eu quelques belles éclaircies, mais en soirée, les nuages sont complètement partis. On retrouvera ce type de situation, un ciel dégagé pour aujourd'hui, mais avec l'air froid qui plonge. Regardez les températures pour ce matin. Retour des gelées en Ile-de-France, principalement vers les campagnes. On retrouve du côté de Rambouillet 0 degré, Étampes 0 degré, Fontainebleau 0 degré, tout comme à Provins et Cergy. En revanche, pour la capitale, intramuros, ça reste relativement doux avec 2 degrés. Et cet après-midi, on conserve le ciel totalement dégagé avec des températures légèrement inférieures aux moyennes de saison, mais bien inférieures à ce que l'on a connu en fin de semaine dernière. On attend 12 à Étampes ainsi qu'à Paris et Mantes-la-Jolie, 11 degrés pour Rambouillet. En Seine-et-Marne, on aura entre 12 et 13 degrés, 12 degrés pour Meaux et 13 degrés pour Fontainebleau. Pour ce lundi 23 mars, nous fêtons les Victoriens. Nous gagnons tout de même 4 minutes de soleil. Le soleil se lève désormais à 6h46 pour se coucher à 19h08. Et lors de ces prochaines journées, pas de grand changement du point de vue des températures. Ça restera toujours frais, voire froid pour la saison, avec des gelées jusqu'à la matinée de jeudi. Il y en aura certainement beaucoup moins pour vendredi et surtout lors du week-end. Les températures de l'après-midi, elles ont même tendance à baisser en milieu et fin de semaine. Pour demain et après-demain, mardi et mercredi, 13 degrés l'après-midi. Et lors du week-end, les températures seront en baisse l'après-midi car les nuages et les précipitations reviendront. On aura donc un beau début de semaine, mais pour le week-end, beaucoup de nuages, des averses sur l'Île-de-France, et donc l'après-midi on aura du mal à dépasser les 10 degrés. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Allez, restez avec nous. Bonjour Paris revient dans un instant. Nous reviendrons notamment sur la demande de confinement plus strict pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre région. À tout de suite.